Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce samedi afin de vous présenter une toute nouvelle vidéo consacrée à l'un de vos personnages favoris de la saga. Alors, on vous le dit tout de suite, la vidéo va être un petit peu longue, donc installez-vous bien confortablement et c'est parti. Donc, comme on vous le disait, nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder l'histoire et la personnalité d'un personnage bien singulier et qui fait partie des personnages que nous, on adore et qui ont marqué tant notre lecture de Harry Potter que le visionnage évidemment des films. Aujourd'hui, on a eu envie de vous parler du personnage extraordinaire qu'est Molly Weasley. Molly Weasley a revêtu au fur et à mesure des années des dimensions bien différentes, passant de la mère nourricière à celle de substitution pour Harry Potter, jusqu'au rôle évidemment de future belle-mère. En soi, on a aussi découvert jusqu'à la toute fin du roman de très nombreuses personnalités dans le personnage de Molly, allant jusqu'à la combattante vengeresse qui tuera, vous le savez, Bellatrix Lestrange. Bref, vous l'aurez compris, nous allons plonger aujourd'hui à la découverte d'un sacré bout de femme, comme on dit, et dont la vie n'a pas toujours été totalement tendre avec elle. Comme à notre habitude, nous allons tenter d'explorer ce que nous percevons de sa personnalité, de sa psychologie, mais aussi de la manière dont elle perçoit évidemment sa propre vie. Tenter de comprendre Molly Weasley, c'est évidemment une chose bien compliquée, tant le personnage, on le sait, a été travaillé et retravaillé par une J.K. Rowling fascinée presque par cette mère nourricière qui montrera à Harry Potter qu'un autre type de chemin est possible et que l'amour dans une famille peut bel et bien exister. Comme souvent chez J.K. Rowling, la période la plus importante pour un personnage se trouve dans son enfance et dans sa jeunesse. Molly Weasley ne fait absolument pas exception à cette règle dans le roman, bien au contraire. Toute sa vie va en réalité se construire avant ses 30 ans et déterminer pour le coup sa personnalité, mais aussi ses engagements futurs. On sait que Molly est née un 30 octobre, soit en 1949 ou en 1950. Elle est la troisième enfant d'une fratrie qui compte déjà deux frères aînés un petit peu plus âgés qu'elle, Gideon et Fabian Priwett. De sa petite enfance, on ne sait pas véritablement grand-chose. Comme souvent, tout n'est pas dit explicitement, mais se devine grâce aux étapes ultérieures de la vie du personnage. En l'occurrence, on croit savoir qu'elle grandira dans un environnement très aimant avec ses parents et ses deux frères. On sait qu'elle nourrira d'ailleurs, on le pense aussi, une relation extrêmement forte avec ses deux frères aînés qui sont de jeunes magiciens très talentueux et surtout particulièrement intrépides. On les imagine pour le coup très très protecteurs vis-à-vis de leur petite sœur à laquelle ils doivent faire attention comme la prunelle de leurs yeux. Forcément, ils vont devancer Molly à Poudlard. Cette dernière aura donc connu une expérience un peu similaire à celle de Ginny Weasley, la cadette qui reste donc à la maison alors que ses frères connaissent les joies extraordinaires de Poudlard. On ne sait pas exactement quels enseignements ou sentiments elle tirera de cette histoire, mais on peut imaginer qu'elle n'est pas nécessairement tout à fait simple à gérer. Mais Molly Weasley finira évidemment par connaître à son tour le bonheur de faire son entrée à Poudlard. Elle sera répartie, comme ses deux frères avant elle, dans la maison Gryffondor où elle fera la connaissance de celui qui deviendra de très nombreuses années plus tard son époux. De la scolarité de Molly Weasley, là aussi, nous ne savons pas véritablement grand-chose. Elle fait son entrée donc au début des années 60 à Poudlard et va très rapidement, on l'imagine, s'intégrer au sein de sa maison et faire ce qu'il faut pour réussir. Mais elle n'en oubliera pas pour autant de rester relativement jeune dans sa tête. L'une de ses très rares confidences d'ailleurs, faite sur son passé pour indiquer qu'elle a durant son passage à Poudlard un petit peu vécu quand même, c'est qu'elle s'est adonnée à la confection notamment d'un filtre d'amour. Rien ne vient cependant dire que ce dit filtre d'amour a été à destination notamment d'Arthur Weasley. Nous participerons donc à ce voile de pudeur jeté sur ces quelques confidences un peu volées au milieu du roman. Quoi qu'il ait pu arriver, on sait que Molly de toute façon rencontrera celui qui deviendra plus tard son mari et que c'est à cette époque-là que leur amour va commencer à se construire. On sait notamment qu'une nuit où elle et Arthur se sont échappés des dortoirs de la tour de Gryffondor, ils seront surpris aux alentours de 4 heures du matin. Bien heureusement pour elle, seul Arthur se fera attraper par le concierge de l'époque, Apollyon Priggle, alors que Molly, elle, ne se fera réprimander que par le portrait de la grosse dame dans le couloir d'accès au dortoir. C'est un souvenir qu'elle confiera elle-même à Harry Potter lorsqu'elle lui rend visite peu de temps avant la troisième tâche du tournoi des trois sorciers lors des événements de Harry Potter et la Coupe de Feu. À la fin des années 1960, Molly Weasley termine donc ses études à Poudlard et est donc diplômée comme il se doit. Il n'est absolument pas mentionné qu'elle ait exercé ou tenté d'exercer une quelconque profession auparavant. Il faut dire que les événements qui se déroulent dans le monde magique à cette époque ne sont pas particulièrement rassurants. On sait qu'un mage noir commence déjà à beaucoup faire parler de lui et l'heure est quand même relativement bien sombre. Dans un climat déjà relativement chargé, il est parfois nécessaire d'ajouter un peu de joie et c'est ce que Molly et Arthur vont
font faire en convolant en juste noces peu de temps après leur sortie de l'école. On ne sait pas si cela était dans leur objectif de se marier tôt ou si c'était davantage une manière de répondre au temps obscur qui se profile à l'horizon. Ceci étant dit, assez rapidement, ils vont s'installer, on le sait, à Loutry-Saint-Chassepoul, dans une masure déjà peu confortable à l'époque, mais qu'ils vont aménager petit à petit pour qu'elle devienne le terrier. Quelques années plus tard, a priori le 29 novembre 1970, ils donnent naissance à un petit William qui sera très vite surnommé Bill. À cette époque, Arthur commence sa carrière au sein du ministère de la Magie et Molly Weasley endosse donc le costume de mère au foyer. Là aussi, difficile de dire si c'était un choix de vie ou une situation quelque peu subie pour les commodités entre guillemets de la vie quotidienne. Tout juste sait-on que Molly s'épanouira dans ce rôle, elle donnera d'ailleurs naissance à Charlie 2 ans plus tard en 1972, puis Percy en 1976 et enfin Fred et George en 1978. Molly Weasley se retrouve donc alors à la tête d'une famille déjà bien nombreuse lorsqu'elle enfante à nouveau, cette fois-ci de Ron en 1980. À cette époque-là, le monde des sorciers traverse, on le sait, l'une des périodes les plus difficiles de son histoire, celle de la première guerre du monde des sorciers. L'ensemble des agents du ministère de la Magie sont sur le pied de guerre jour et nuit presque pour assurer les défenses contre Lord Voldemort. Mais comme souvent, les structures administratives sont bien lourdes et les capacités à prendre des décisions au niveau des autorités du monde magique se trouvent pour le coup aussi nettement amoindrées dans la mesure où les forces de Voldemort sont aussi à l'intérieur même du ministère de la Magie. Raison pour laquelle Albus Dumbledore, on le sait, a fondé ou tout du moins réactivé sa propre force de combat, sa propre force d'opposition, l'Ordre du Phénix. À l'époque de la première guerre des sorciers, il n'a jamais été fait mention de la présence au sein de cet ordre, ni de Molly Weasley, ni d'Arthur Weasley. Cependant, on sait que Gideon et Fabian Prewett, les propres frères de Molly Weasley, en sont des combattants émérites. Beaucoup de fans se sont d'ailleurs interrogés sur le fait que ni Arthur ni Molly Weasley n'étaient engagés durant la première guerre du monde des sorciers au sein de l'Ordre du Phénix. En réalité, il y a quand même une certaine logique qui vient d'ailleurs assez largement accentuer le rôle que les Weasley occuperont lors de la Seconde Guerre des Sorciers. Les raisons, elles sont multiples, vous l'aurez compris, et nous allons tenter de les citer en prenant appui, on va le dire, sur les plus importantes. Tout d'abord, la première raison est évidemment le fait que durant les 11 années grosso modo qu'aura duré la première guerre des sorciers, Molly Weasley en aura passé plus de la moitié étant enceinte et l'autre moitié évidemment à élever ses 6 enfants. Cela laisse nécessairement très peu de temps pour quelques péripéties en pleine guerre. Du côté d'Arthur Weasley, on peut imaginer qu'il débordait évidemment d'attention pour sa jeune épouse et ses enfants et qu'il considérait aussi que son rôle de chef de famille l'obligeait à une certaine responsabilité dans ses fonctions au sein du ministère de la Magie. Arthur Weasley n'avait pas normalement la possibilité de jouer non plus aux aventuriers car il devait préserver avant tout les intérêts et notamment les intérêts pécuniaires de sa propre famille. Évidemment, là-dessus, on parle d'une survie. La seconde raison, c'est que rien ne vient démontrer un quelconque lien particulier à l'époque entre les Weasley et les Dumbledore ou d'autres membres d'ailleurs connus de l'Ordre du Phénix en dehors de Fabian et Gideon Prewett. N'oublions pas que les méthodes habituelles de Dumbledore en matière de recrutement consistent généralement à s'appuyer sur un réseau de proches, voire même de très proches, ce qui là en l'occurrence n'était pas le cas. Alors attention, cela ne veut absolument pas dire qu'ils ne sont pas du tout inquiets de la situation et de l'essor que peut prendre Lord Voldemort, ainsi que des répercussions qu'une prise de pouvoir par les Mange-Morts pourrait avoir sur leur avenir et sur celui de leurs enfants. Bien au contraire, mais comme dans toutes les guerres au final, il y a ceux qui peuvent se permettre de résister et il y a ceux qui ne peuvent pas pour des raisons familiales, pour des raisons économiques ou autres. Les Weasley font partie de cette catégorie de personnes et personne d'ailleurs ne peut même venir leur reprocher de faire le choix de préserver et de protéger d'abord leur famille dans des événements qui mettent à rude épreuve le monde magique. Par ailleurs, on ne peut absolument pas remettre en question une seule seconde le fait qu'Arthur et Molly Weasley sont pleinement du côté de l'Ordre du Phénix et d'Albus Dumbledore, mais il s'agit surtout, vous l'aurez compris, de raisons personnelles qui les empêchent de se mobiliser activement dans une guerre qui risquerait très fortement pour le coup de faire des enfants Weasley des orphelins. Molly Weasley, on le sait, va en avoir d'ailleurs très rapidement un cruel exemple dans sa propre famille. En 1981, alors que la guerre contre le Seigneur des Ténèbres s'apprête à prendre fin de la manière la presque, on va dire, plus inattendue qui soit, l'Ordre du Phénix connaît de très nombreuses déconvenues et de nombreux membres seront tués ou blessés irrémédiablement dans les tout derniers mois de cette guerre des sorciers. On sait évidemment que parmi ces derniers vont figurer Fabian et Gideon Prewett, dont la puissance et les qualités de combattants ne sont absolument plus à démontrer. Fabian et Gideon, outre le fait d'avoir toujours été très protecteurs vis-à-vis de Molly Weasley, auront été, on l'imagine, des oncles attentifs et combattants pour assurer la survie de leurs neveux et de leurs nièces. Cependant, parce qu'ils étaient justement
deux combattants émérites de l'ordre du Phénix, ils ont un peu à l'instar des Longues-du-Bas été victimes d'un commando de mange-morts connu pour leur robustesse et mené par Antonin Dolohov, dont on connaît évidemment la réputation on ne peut plus sulfureuse dont on vous parlait dans une précédente vidéo consacrée spécifiquement à son personnage. Les deux frères Priouet n'auront pas réussi cette fois-ci à s'en tirer et vont malheureusement succomber lors de cette attaque. On peine à imaginer la douleur et la souffrance qui auraient été celles de Molly Weasley en apprenant la mort de ses deux frères adorés, ses deux repères de son enfance, qui auront tant compté pour elle. On ne se remet jamais véritablement de la mort de membres de sa propre famille, et pour Molly Weasley, malgré les très nombreuses joies quotidiennes de la vie de mère au foyer, elle n'aura de cesse que de chérir la mémoire de ses deux frères tombés au combat. On sait d'ailleurs que Molly ne quittera jamais pendant de très nombreuses années la montre ayant appartenu à Gideon et qu'il portait lors de sa mort. Alors, certains fans disent que cette mort si tragique de deux membres de sa famille aurait pu pousser Molly et Arthur à vouloir se venger. Alors, il est vrai que la mort des frères Priouet a forcément compté dans la volonté de Molly et Arthur de rentrer dans l'ordre du Phénix lors de la Seconde Guerre des Sorciers. Mais sur le coup, en 1981, donc à la fin de la Première Guerre des Sorciers, même si on peut concevoir quand même qu'il y a une envie de se venger, en l'occurrence pour les époux Weasley, la situation est toujours la même et les contraintes en fait sont toujours les mêmes. Contraintes auxquelles il faut rajouter la peine en plus et le deuil qui vient les accabler alors même que Molly vient tout juste d'accoucher de Ron Weasley et qu'elle est enceinte de Ginny. Cependant, il est vrai qu'il ne faut absolument pas mettre de côté l'impact de cet événement sur la personnalité de Molly et sur les choix qu'elle sera amenée à prendre dans les années qui vont suivre. Molly Weasley, déjà à cette époque, a un sens de la famille particulièrement développé. Son éducation au sein d'une famille de sang pur et d'une famille aimante va la pousser naturellement à considérer la famille comme un clan indissoluble, comme un élément totalement immuable et que rien ne peut ni ne doit venir ébranler. Alors, forcément, la mort de ses deux frères est un drame qui revêt une véritable dimension dramatique, voire même tragique pour Molly Weasley, qui va prendre conscience, encore plus qu'avant d'ailleurs, de la précarité de tout être humain sur cette terre et du fait qu'il est nécessaire de prendre évidemment soin de ses proches. Elle va d'ailleurs s'atteler, pendant ces quelques années de repos dans le monde magique entre les deux guerres, pour élever du mieux qu'elle le peut ses 7 enfants et faire de son foyer, le terrier, un endroit chaleureux et accueillant. Molly Weasley n'est absolument pas du genre à beaucoup s'épancher sur ses peines et sur son chagrin. Elle est faite d'un autre bois, celui qui résiste aux épreuves du temps. Il y a chez Molly Weasley une dimension particulièrement impressionnante dans sa capacité de résilience notamment, mais aussi dans cette espèce de force, non pas innée, mais de mère attentive à ses enfants et qui envers et contre tout, notamment contre toutes les difficultés de la vie, ne laissera jamais paraître grand-chose de ses états d'âme pendant en tout cas des années avant effectivement de lâcher un petit peu de lest. À partir de l'année 1981, elle va progressivement voir chacun de ses enfants quitter le nid familial pour commencer leur cursus au sein de Poudlard. On ignore comment Molly Weasley voit cet envol de chacun de ses fils au fur et à mesure des années. Après tout, c'est le destin, certes, de chaque parent de voir ses parents s'envoler vers d'autres horizons et donc de voir la maison se vider. Mais ce n'est pas pour autant que Molly Weasley n'en ressent pas une certaine forme de nostalgie, qui sera d'ailleurs plus criante lorsqu'il s'agira de venir déposer pour la première fois sa fille Ginny, marquant ainsi la fin d'une période pour Molly Weasley qui ne compte désormais plus aucun enfant à charge à temps complet. Entre 1970 et 1992, elle a eu en permanence des enfants à s'occuper. Désormais, cette page de son histoire est révolue. Alors, ce que l'on sait de cette période, qui se sera quand même étalée sur près de 22 ans, c'est qu'elle va évidemment éduquer et inculquer à ses enfants les valeurs socles de la famille Weasley. Molly éduque chacun de ses enfants dans une logique d'acceptation de chaque sorcier, de tolérance finalement, peu importe les origines, peu importe le statut du sang, mais elle les éduque aussi dans le partage et la curiosité de l'autre. Molly Weasley est une mère de famille nombreuse qui se débat chaque jour avec des individualités parfois très différentes et surtout parfois pour le coup très fortes, notamment lorsqu'il s'agit par exemple d'empêcher les jumeaux Weasley de réaliser un sortilège de serment inviolable au détriment d'un autre enfant de la fratrie. On peut franchement imaginer que sa vie de mère au foyer n'a pas toujours été de tout repos dans cette période. Entre d'un côté le deuil de ses frères, l'éducation des enfants et les difficultés financières de la famille, ce n'est franchement pas de tout repos. Problématique auquel il convient évidemment de rajouter également le fait que Molly Weasley n'est absolument pas du genre à céder à l'euphorie découlant des événements survenus à Godric Hollow le soir du 31 octobre 1981.
A contrario de très nombreux sorciers, Molly Weasley, tout comme son mari Arthur d'ailleurs, n'est pas du tout persuadée du fait qu'il s'agit bel et bien de la fin définitive de Lord Voldemort. En somme, elle n'ose y croire et force est de constater qu'on ne peut pas lui donner totalement tort. Cette dimension nous apporte aussi un renseignement très intéressant sur la personnalité de Molly Weasley. En l'occurrence, c'est une femme qui n'est absolument pas du genre à se laisser influencer par le cours des événements. Elle demeure pour le coup très réfléchie, ne sera jamais dans une dynamique de suivre l'ère de la société au détriment de ses propres convictions personnelles, en tout cas sur des sujets extrêmement importants. Ceci n'empêche pas, par ailleurs, Molly Weasley d'avoir certaines passions privées, comme notamment la célèbre chanteuse Celestina Moldubek, dont elle écoute les musiques éperdument jusqu'à en fatiguer ses enfants et ses proches, et il en va de même d'ailleurs aussi pour Gilderoy Lockhart, dont elle dévore les aventures avec plus de passion que jamais. Comme de très nombreuses sorcières, Molly Weasley va même d'ailleurs succomber au charme de cet aventurier un peu à la Indiana Jones du monde magique. On le découvre notamment dans l'intrigue de Harry Potter et la Chambre des Secrets, où Molly Weasley se comporte presque, il faut bien le reconnaître, comme une véritable groupie. Molly Weasley, même si elle adore sa vie de mère de famille, nombreuse a cependant besoin parfois de s'échapper de temps à autre, et c'est tout à fait logique. Et autant dans les chansons de Celestina Moldubek que dans les aventures supposées de Gilderoy Lockhart, elle va trouver le côté aventurier dont elle n'a probablement jamais eu le courage de suivre dans sa véritable vie. Il y a presque là une sorte de fantasme par procuration, car au fond, on le sait bien, Molly est une femme de combat, même si ce n'est pas ce qui apparaît au premier regard. Pendant la première guerre des sorciers, il y a fort à parier que si elle n'avait pas déjà été mère de famille et que ses frères l'avaient laissé faire, elle se serait probablement jointe aux forces de l'ordre du Phénix. Molly n'est pas du tout du genre à vouloir laisser passer les trains sans avoir envie de monter dedans. Cependant, dans la vie de Molly Weasley, dans cet entre-deux-guerres un peu étrange, il y a quand même toujours une crainte qui la hante, une crainte qui la terrifie et qui ne va faire que s'accentuer au fur et à mesure des événements qui surviendront dans l'intrigue de Harry Potter. Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment de la peur de perdre encore une fois un membre de sa famille, de faire encore une fois l'expérience horrible de la perte d'un de ses proches. On la sait traumatisée par la mort de ses deux frères, on peut le comprendre, mais on peut aussi penser que suite à cet événement absolument atroce et ô combien traumatisant, elle va enchanter une vieille horloge qui sera capable en permanence de donner l'état de santé, les risques et les perspectives de chacun de ses enfants et de son mari grâce à un astucieux système d'aiguillage permettant de dire si un enfant est en danger de mort ou de non. Cette horloge magique est absolument fascinante dans tous les cas, mais bien plus que ça, il s'agit surtout d'un objet magique d'une très grande puissance symbolique, tellement il nous dit de choses sur la personnalité de Molly Weasley et sur ses inclinaisons personnelles. Molly Weasley vit en permanence dans la crainte de nouveaux malheurs, de nouvelles difficultés, mais elle sait faire face. Dans la constitution de cette horloge magique, il y a quelque part de la poésie, une certaine forme de mélancolie aussi, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a surtout beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, en parlant d'amour, il est intéressant de s'y reposer quelques instants, dans la mesure où il s'agit là aussi d'une des valeurs cardinales de la famille Weasley qui transpire presque par toutes les fenêtres du terrier. De l'amour, Molly Weasley a à en revendre, et c'est le moins que l'on puisse dire, aussi bien vis-à-vis de ses enfants que de son mari, ou encore plus tard de Harry ou de Hermione, même si cette dernière affirmation peut être, vous le savez, quelque peu remise en cause, mais nous y reviendrons ultérieurement. Molly Weasley est une femme généreuse, une femme accueillante et qui ne refusera jamais de donner de l'amour et du soutien à une personne qui en a véritablement besoin. Elle est une épouse attentionnée, profondément amoureuse de son mari et fière de la famille qu'ils ont construit ensemble. Alors, certains seront tentés de remettre sur le tapis la question de Gilderoy Lockhart et la relation parfois étrange, peut-être même un petit peu ambiguë, que Molly peut entretenir vis-à-vis de ce personnage. En réalité, il n'y a absolument rien d'ambigu, ni aucun coup de canif dans le contrat de mariage. Sa passion, entre guillemets, pour Gilderoy Lockhart, est à mettre au même niveau de ceux que l'on peut trouver dans le monde des Moldus. Toutes les femmes sont tombées un jour sous le charme, ou tomberont un jour sous le charme d'un homme comme George Clooney, comme tout homme est tombé un jour sous le charme, ou tombera sous le charme d'une femme comme Julia Roberts par exemple. Mais cela ne va évidemment pas plus loin. Molly, évidemment, ne s'imaginerait jamais avec qui que ce soit d'autre dans sa vue qu'Arthur Weasley. C'était une précision quand même importante à apporter. Lorsque nous faisons la connaissance de Molly Weasley la toute première fois dans Harry Potter, ce sont lors des événements de Harry Potter à l'école des sorciers et plus précisément à la gare de King's Cross le jour de départ du Poudlard Express. Nous avons tous en mémoire la perplexité de Harry Potter à l'idée de devoir trouver une plateforme qui n'existe pas. Perdu au milieu d'une gare remplie de moldus, Harry Potter va très vite comprendre que la tâche ne sera pas aisée, personne ne connaissant le célèbre quai de la voie 9-3/4. C'est alors qu'il va capter une discussion émanant d'une famille qui a l'air suffisamment nombreuse et chargée pour se rendre à Poudlard. Harry Potter va se rapprocher
de cette famille, en quelque sorte sauter un peu sur l'occasion, afin d'obtenir la solution. Et c'est ainsi que s'opère la toute première rencontre avec Molly Weasley. Rien ne semble venir confirmer que Harry Potter est formellement identifié à ce moment-là par Molly Weasley. A priori, elle l'aide à passer le passage comme n'importe qui aurait pu le faire à un moment ou à un autre. Afin de rassurer Harry Potter, il va voir d'abord passer devant ses yeux Percy, puis Fred, puis George à travers le mur suivi de Ron, et puis c'est enfin son tour. Molly fermera la marche en tenant la main de Ginny, pour qui l'heure de la rentrée à la célèbre école de sorcellerie n'a pas encore sonné, comme vous le savez. Ce n'est qu'après avoir passé la barrière que cette dernière va apprendre que le jeune garçon qu'elle vient d'aider n'est nul autre que Harry Potter, ce qui crée donc chez les Weasley, comme à peu près chez tous les sorciers d'ailleurs à cette époque, une certaine frénésie à l'évocation de ce nom si célèbre. Si Molly prend la nouvelle avec étonnement et joie, on l'imagine, elle ne cède absolument pas non plus à une certaine forme d'hystérie, bien au contraire. Elle va même directement interdire ses enfants d'être trop pressants de questions vis-à-vis de Harry Potter et de lui épargner des questions pour le coup un peu dérangeantes et mal placées comme celles des jumeaux Fred et George qui se demandaient s'ils se souvenaient à quoi ressemblait Lord Voldemort. Il n'y aura pas d'autres échanges à ce moment-là de l'histoire entre Harry Potter et Molly Weasley. Cette dernière est trop occupée de toute façon à dire au revoir à ses 4 enfants et à s'assurer qu'ils montent bien dans le train et surtout à distribuer évidemment les dernières consignes et recommandations que l'on imagine relativement nombreuses pour cette nouvelle année scolaire. On sait notamment qu'elle adressera un avertissement pour le moins circonstancié aux jumeaux sur le fait qu'elle ne souhaite absolument pas recevoir de nouveaux hiboux portant sur de nouvelles violations du règlement intérieur de l'école. Avertissement que Fred et George prennent avec, on va le dire, un peu de dérision, de légèreté et on va dire une certaine forme de je m'en foutisme. La relation entre Molly Weasley et Harry Potter est à ce stade, on peut le dire, absolument inexistante, même si elle apprend, on l'imagine, avec un petit peu de satisfaction que Ron et Harry sont devenus de véritables amis. Les journées de Molly Weasley, après le départ de 4 enfants à Poudlard, sont un peu différentes de ce qu'elle avait l'habitude de connaître. Elle se retrouve seule avec Ginny la majorité du temps. On sait qu'elle poursuit évidemment l'éducation de Ginny dans l'attente de son entrée à Poudlard prévue l'année suivante. Elle échange également par hibou avec ses 4 enfants scolarisés et commence à préparer les fêtes de fin d'année. Molly, Ginny et Arthur, on le sait, ne seront pas au terrier pour Noël. Ils ont prévu de visiter Charlie en Roumanie, qui reste retenu sur place dans le cadre de son activité professionnelle de dresseur, oui, on ose le terme, de dragon. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne prépare pas, comme chaque année, des cadeaux faits maison et notamment ses célèbres pulls de Noël. À l'approche de Noël, elle va d'ailleurs recevoir une lettre de Ron, on le sait, qui va l'informer que Harry Potter ne retournera pas dans sa famille à Noël, mais surtout qu'il ne s'attend malheureusement à ne recevoir finalement aucun cadeau au matin de Noël. Évidemment, hors de question pour Molly Weasley de laisser un enfant dans le besoin à cette date si fatidique de l'année. Cela serait contraire à toutes ses valeurs, à son éthique et encore plus à ce en quoi elle croit le plus profondément. Molly Weasley, sans le savoir, va commencer à endosser un rôle qu'elle n'avait probablement pas tellement vu venir dans sa vie, c'est-à-dire celui de la mère nourricière. Même s'il est encore trop tôt pour qualifier cette relation ainsi, c'est la première étape du parcours qui commence à se mettre en place. Elle va vite se hâter à la confection d'un pull pour Harry Potter et de quelques pâtisseries pour qu'il ne se retrouve pas sans rien à Noël. On imagine sans mal qu'elle en ressentira une certaine satisfaction. Sans que cela soit mentionné directement dans le récit, on imagine évidemment sans aucun mal que Harry aura remercié comme il se doit Molly Weasley de ce geste pour le moins très généreux. On retrouvera Molly Weasley à la fin de l'année scolaire lors du retour du Poudlard Express en gare de King's Cross. Molly est évidemment très heureuse de retrouver, on l'imagine, ses enfants sur le quai de la voie 9 3/4, mais elle est aussi particulièrement ravie de revoir Harry Potter qui la remercie une fois encore pour les cadeaux de Noël. Molly Weasley voit au loin l'oncle de Harry Potter, Vernon Dursley, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est quelque peu inquiète de voir ce personnage graviter autour de Harry tant il semble être pour le coup absolument antipathique. Et il est vrai qu'on peut, sur ce point-là en tout cas, la comprendre. Elle tentera d'engager quelque peu la conversation, mais se heurtera à une certaine forme de mépris de la part de Vernon, qui n'a absolument pas la moindre attention d'engager le dialogue avec des personnes aussi bizarres qu'il considère les sorciers. On imagine sans trop de difficulté les pensées de Molly Weasley à l'issue de cette rencontre. On imagine aussi l'inquiétude qui est la sienne d'imaginer Harry être maltraité comme il l'est depuis tant d'années avec cette famille. En effet, il y a fort à parier que Molly Weasley est au courant de tous les mauvais traitements subis par Harry Potter depuis des années chez son oncle et chez sa tante. Molly s'interdira évidemment toujours de donner le fond de sa pensée, mais il n'y a franchement que très peu de doute sur le fait qu'elle voit tout ça
ça d'un mauvais œil, en plus de ne pas comprendre comment il est possible de faire subir de tels mauvais traitements à un enfant. Cela ne rentre absolument pas dans son logiciel de pensée, ni dans ses valeurs, ni même, disons-le simplement, dans sa conception même de la vie et notamment de la maternité. L'été se déroule, pour le coup, comme chaque été, chargé avec 5 enfants à nouveau à domicile 24 h sur 24, 7 jours sur 7, mais on le sait, Molly Weasley aime avoir sa tribu avec elle et en prendre grand soin. Les journées s'enchaînent, probablement harassantes pour la mère de famille, d'autant plus que son mari est particulièrement occupé durant l'été, le ministère de la Magie devant faire face à quelques remous du côté des forces du mal. Harry Potter demeure encore et toujours au centre des discussions évidemment de la famille, car outre le fait que Ginny a développé une véritable obsession pour tout ce qui tourne de près ou de loin autour de Harry Potter, elle commence à être inquiète du fait que les lettres de Ron restent sans aucune réponse. On sait qu'elle s'en ouvrira à Arthur, mais sans que de réelles solutions soient envisagées pour recourir à cette situation. Lors de cet été, Molly Weasley va avoir notamment la peur de sa vie lorsque durant une nuit, elle va se retrouver confrontée à un de ses pires cauchemars. En effet, elle va constater que les lits de Fred, de George et de Ronald sont totalement vides de leurs occupants et que la voiture volante bricolée par Arthur Weasley a elle aussi également disparu. Elle n'a bien entendu absolument aucune idée d'où ces enfants ont pu disparaître, ni pourquoi. On imagine sans très grande difficulté la peur qu'elle aura pu ressentir en découvrant des lits complètement vides. Il faut quand même reconnaître que le fait de ne même pas avoir laissé un simple message est particulièrement angoissant. Partant du constat que ses fils ont disparu, elle se retrouve dans l'impossibilité de les contacter ou même de les localiser. Elle est donc condamnée à une très longue attente qui aura probablement semblé interminable. Cela nous permet d'ailleurs d'aborder une nouvelle facette de la psychologie de Molly Weasley, celle de la femme et de la mère anxieuse à l'idée qu'il puisse arriver quelque chose à ses enfants. Alors, soyons honnêtes, tous les parents du monde ressentent cette anxiété à l'idée qu'il puisse se passer quelque chose de mauvais et qu'un de ses enfants puisse être blessé ou pire. Mais il est vrai que Molly Weasley a tendance à davantage l'exprimer que ce n'est le cas par exemple pour Arthur. On sait et on apprend au fur et à mesure des années de Harry Potter que l'immense crainte de Molly Weasley l'habite presque même au quotidien. Ainsi, trouver 3 lits vides est vécu comme étant pour elle une véritable catastrophe. Quand Ron, Fred et George reviennent enfin à la maison après une durée indéterminée d'absence, Molly Weasley est aussi soulagée qu'exaspérée et à la fois furieuse. Elle va leur faire passer ce que l'on peut appeler un sacré sale quart d'heure et leur faire payer évidemment pendant très longtemps cette entreprise bien peu prudente. Même si au fond d'elle-même, on imagine qu'elle peut comprendre l'urgence qu'il y avait à porter assistance à Harry Potter, elle est pour le coup naturellement furieuse des risques encourus par les 3 garçons. Évidemment, dans un second temps, elle est absolument ravie de voir Harry Potter au terrier et fera d'ailleurs en sorte que Harry ne se sente absolument pas responsable des bévues commises par la fratrie Weasley. Il est vrai que Harry, pour le coup, n'avait absolument rien demandé. À la vue de Harry Potter, on imagine d'ailleurs le soulagement de Molly Weasley de pouvoir enfin prendre soin de Harry Potter, dont elle a déjà remarqué depuis un moment qu'il était en sous-nutrition. On l'imagine aussi rassurée de savoir qu'il ne sera plus victime de mauvais traitements et sévices psychologiques subis par les Weasley dans les prochaines semaines et qu'il sera donc désormais en pleine et entière sécurité. Cependant, les bêtises des jumeaux Weasley et de Ron sont d'une telle gravité qu'elle ne peut absolument pas laisser passer les choses comme ça en l'état et ne pas recourir évidemment à une punition pour le moins, on l'imagine fortement pénible. Le terrier, on le sait, est une grande baraque dont on se demande d'ailleurs bien comment elle tient encore debout et a besoin d'un entretien quasi constant dans la mesure où il faut bien se rendre compte qu'une maison de cette taille avec autant d'enfants demande forcément l'accomplissement de certaines tâches parfois particulièrement éprouvantes. L'une d'entre elles consiste notamment à l'entretien du jardin attenant envahi par les gnomes. Comme toute ménagère qui se respecte, Molly Weasley possède évidemment une collection complète de livres permettant l'entretien le plus satisfaisant possible de sa maison. C'est ainsi qu'elle va se plonger, on l'imagine avec délectation, dans la lecture d'un de ses guides préférés écrit par Gilderoy Lockhart, le trop fameux guide des créatures domestiques qui donne apparemment toutes les bonnes astuces pour se débarrasser de tous les nuisibles possibles et imaginables dans une maison. En réalité, on suspecte Molly Weasley de parfaitement connaître déjà toutes les réponses, mais sa manière d'exprimer une certaine forme de fanatisme pour tous les écrits de Gilderoy Lockhart qui ont, on le sait, une place toute particulière dans son cœur, se traduit en fait de cette manière. Lorsque Fred Weasley lui fera d'ailleurs remarquer ce léger béguin qu'elle peut entretenir pour le célèbre auteur, elle s'en défendra évidemment tout aussi naturellement avec beaucoup de vigueur, même si évidemment personne n'est dupe tout autour d'elle. Le dégnommage du jardin n'est probablement pas la punition la plus pertinente qu'elle aurait pu trouver, mais elle tiendra cependant longtemps rigueur de cette escapade
méthode pas extraordinairement prudente compte tenu des conditions d'exécution qui étaient pour le moins, il faut le reconnaître, véritablement précaires. La première semaine d'arrivée pour Harry Potter sonne pour le coup l'ouverture d'une toute nouvelle période pour Molly Weasley. Elle n'accorde en réalité aucune ou tout du moins très peu d'importance à la célébrité de Harry Potter. Bien au contraire, elle le considère comme un enfant tout à fait normal, un enfant comme les autres, mais surtout comme étant l'un de ses propres enfants au fur et à mesure. Molly Weasley ne montrera jamais aucune différence entre le traitement réservé à ses enfants et celui réservé à Harry Potter, même si elle peut montrer une certaine inclinaison, disons-le, une toute petite préférence pour Harry dans la manière finalement notamment de réparer les difficultés engendrées par les traitements peu délicats des Dursley, notamment pour ce qui concerne les questions d'alimentation. Par ses actions, Molly Weasley tente de réparer les injustices qui furent faites à Harry pendant des années. Elle ne fait pas de manière ostentatoire, mais tente véritablement de mettre Harry en confiance et dans de bonnes dispositions pour que la fin de son été se déroule sans aucun accroc. Elle prend le soin d'agir pour le coup comme une mère de substitution, mais même davantage que cela, elle est en réalité devenue une mère nourricière qui, malgré des finances pas au beau fixe dans la famille et des enfants à ne plus savoir quoi en faire, elle va, on le sait, trouver les ressources et les moyens de s'occuper d'un autre enfant et qui lui n'a pas été gâté véritablement par la vie. Molly Weasley aime prendre soin de Harry Potter et le voir évoluer. Depuis son arrivée au terrier, elle s'assure que ce dernier ne manque de rien tout en continuant à faire tourner la maison qui déborde d'activités. La fin de l'été s'annonçant nécessairement, vient le moment donc de faire les courses sur le chemin de traverse afin de se procurer toutes les fournitures scolaires nécessaires aux 6 enfants. Rappelons que Ginny Weasley rentre désormais à Poudlard et ne peut aucunement récupérer les vêtements de ses frères étant la seule fille de la famille et ceci depuis des générations. Donc forcément cela va représenter un coût financier non négligeable pour Molly Weasley qui sait très bien que cette visite sur le chemin de traverse va lui coûter les yeux de la tête et que forcément les prochains mois seront des mois relativement difficiles, mais ce n'est pas bien grave. L'important à ses yeux n'est absolument pas le côté monétaire ou financier. Ce qu'elle souhaite avant tout, c'est le bonheur de ses enfants et celui-ci passe nécessairement par leur réussite scolaire. Pour se rendre sur le chemin de traverse, les Weasley et Harry Potter vont recourir à un moyen de transport magique peu coûteux et qui sera une première pour Harry Potter, à savoir la poudre de cheminette. Si le concept est assez simple et que les sorciers ont l'habitude de l'utiliser, en réalité ce n'est pas très clair pour un novice comme Harry Potter qui va faire l'erreur, vous le savez, de mal articuler le nom de la destination et donc se retrouver directement chez Barjow & Burkes sur l'allée des embrumes. Sur le moment, Molly perçoit tout à fait l'erreur de langage commise par Harry Potter mais ne pense pas que cette dernière aura eu des répercussions particulièrement importantes sur la destination de Harry. Ce n'est probablement qu'en arrivant au chemin de traverse que cette dernière va réaliser la problématique de l'absence de Harry Potter. On imagine sans trop de mal l'inquiétude qui peut la saisir lorsqu'elle s'aperçoit que Harry n'est pas du tout arrivé au bon endroit. Inquiétude qui sera vite résolue une fois Harry retrouvé sain et sauf. Une fois Harry récupéré en un seul et même morceau, il est temps pour toute la petite tribu de se diriger vers Gringotts pour récupérer les maigres économies qu'il reste dans le coffre familial des Weasley. Cette séquence d'ailleurs mettra Harry mal à l'aise compte tenu des économies substantielles laissées par ses parents et dont on sait que Molly est au courant. Il ne trouve pas cette situation particulièrement juste. Molly Weasley, quant à elle, n'est ni dans l'envie ni dans la jalousie, bien au contraire, elle est totalement indifférente, comme on vous le disait précédemment, à ces sujets-là. Peu après Gringotts, Molly et toute sa troupe vont se diriger vers Flourish and Bots, la librairie la plus célèbre du monde des sorciers, pour récupérer les très nombreux ouvrages nécessaires à l'entretien de ses enfants et notamment à leur éducation. Elle y va aussi pour une raison peut-être un petit peu moins avouable publiquement, mais qui est celle de la présence de Gilderoy Lockhart pour une séance de dédicace de son tout dernier ouvrage, retraçant des aventures, on n'en doute pas, absolument fabuleuses, mais qui n'ont pas été effectuées par lui. C'est une manière pour Molly Weasley de joindre l'utile à l'agréable et donc de contempler, on l'imagine, d'un peu plus près que d'habitude la grande star qui l'a fait tant rêver. Une fois tout cela accompli, Molly va partir en compagnie de Ginny Weasley pour le magasin de Madame Guipure afin de procéder à l'essayage et à l'achat de robes de seconde main, on le sait, et c'est pendant ce court laps de temps qu'Arthur et Lucius vont commencer à s'affronter. Lorsque Molly l'apprend, elle réprimande immédiatement les actions de son mari dans la mesure où, selon elle, il ne s'agirait pas d'une manière satisfaisante de donner un bon exemple aux enfants pour ce qui est de la résolution des conflits. Molly Weasley est une femme aussi attachée à donner des principes d'éducation qui ne conduisent pas ses enfants vers des chemins plus obscurs que ce que la bonne morale, évidemment, ne pourrait accepter. En l'occurrence, Molly n'est pas du tout une adepte de la manière forte, bien au contraire. L'éducation de cet enfant lui aura donné du fil à retordre, mais aussi une certaine habileté à la négociation vis-à-vis de ses nombreux enfants pour obtenir ce qu'elle demande et ce qu'elle exige. Elle n'est pas une fan des Malfoy, il va sans dire, mais cela ne justifie pas de se montrer outrancier ou violent, y compris verbalement, pour régler ses propres conflits. Donner l'exemple à ses enfants est quelque chose de très important à ses yeux et qui ne souffre pas véritablement d'exception apparemment.
Le 1er septembre, les Weasley au grand complet et Harry Potter se rendent à la gare de King's Cross sur la voie numéro 9 3 quarts car l'heure de la rentrée est désormais arrivée. Cette rentrée a nécessairement un goût très particulier pour Molly car c'est la première fois depuis un bon moment qu'elle n'aura plus aucun enfant à son domicile. En tout cas, en dehors des vacances scolaires, Ginny ferme le banc comme on dit après que sa mère ait eu à connaître déjà de très nombreuses rentrées. On imagine chez Molly Weasley un brin de mélancolie pour celle qui a été habituée à gérer une famille nombreuse pendant plus de 20 années. En sortant de la gare de King's Cross, elle va faire même l'amère découverte avec son époux que la Ford Anglia dûment modifiée par Arthur a été volée. Ils mettent cela sur le compte de voleurs évidemment moldus. Une fois rentrée désormais, elle se retrouve seule au terrier, un peu seule face à elle-même, et quand elle rentre au terrier, il est fort probable qu'elle sente à ce moment-là en effet un petit peu seule et qu'elle peut franchement ressentir, on va dire, une certaine nostalgie. Mais ce sentiment ne sera que de courte durée dans la mesure où elle va recevoir le soir même un message urgent de Minerva McGonagall l'informant des prouesses épiques de son fils et de Harry Potter qui ont été aperçus volant avec la Ford Anglia avant de subir un crash sur le sol cogneur de l'école. Cet événement est pour le coup peut-être celui qui va mettre Molly Weasley le plus en colère de toute son existence car outre la décision complètement stupide de Ron et Harry, cette petite aventure risque de coûter très très cher à Arthur, qui va faire l'objet d'une enquête interne au sein du ministère de la Magie, et la situation est donc, on le comprend, on ne peut plus périlleuse et va donc provoquer chez Molly Weasley un véritable accès de rage qu'elle transmettra à Ron par beuglante dès le lendemain matin. En réalité, comme très souvent, c'est surtout la peur qui guide les propos et la manière de s'exprimer de Molly Weasley. Sa réaction est épidermique car elle mesure une fois de plus le danger qui rôde autour de son fils et les conséquences désastreuses que cette mésaventure aurait bien pu avoir. On sait que le passage de la beuglante fera partie des très très grands moments de gêne de Ronald Weasley durant sa scolarité à Poudlard. Le reste de l'année, Molly Weasley va finalement, on va dire, vaquer à ses occupations. En tout cas, ça demeure pour le coup relativement mystérieux. On ne parle pas énormément de son devenir dans les événements de la Chambre des Secrets, si ce n'est évidemment le traditionnel pull de Noël. Malheureusement, et on aurait souhaité qu'il en soit autrement pour elle, Molly Weasley va malheureusement devoir traverser l'une des plus difficiles périodes de sa vie et peut-être l'une des épreuves les plus complexes à aborder. Depuis le début de l'année, Molly Weasley n'est absolument pas tranquille avec cette histoire de Chambre des Secrets et d'héritier de Serpentard, mais comme beaucoup, elle fait confiance à Albus Dumbledore pour régler la situation et assurer la sécurité des élèves. Elle peut aussi se rassurer notamment par le statut de sang pur, entre guillemets, de ses enfants. Elle sait, grâce à ses échanges épistolaires avec Percy, mais aussi avec Ginny, que cette dernière n'est pas véritablement au top de sa forme, c'est peu de le dire. Mais un peu comme tout le monde, on met cet état de Ginny sur le stress découlant des événements autour de la Chambre des Secrets. Vous le savez, personne n'a l'air de s'interroger plus que ça, mis à part Percy, sur l'état de cette jeune fille. Molly Weasley ne sait pas nécessairement tout de l'état de sa fille, c'est bien logique, mais on peut imaginer qu'elle se heurte aussi à une petite difficulté supplémentaire, c'est que sa fille est aux portes de l'adolescence, période, on le sait, extrêmement charnière, surtout pour les jeunes filles. Molly n'a pas encore été confrontée dans son rôle de mère à cette période-là, mère de 6 garçons les uns à la suite des autres. Elle doit se poser peut-être quelques questions, on l'imagine, sur la manière de gérer cette transition d'un âge vers un autre. Seulement, tout cela ne suffit évidemment pas, nous le savons, à expliquer les difficultés qui sont celles de Ginny Weasley. Et c'est au printemps 1993 que Molly va faire pour la première fois depuis plus de 20 années un voyage bien pénible jusqu'à Poudlard. En effet, informé avec Arthur de la disparition de Ginny dans les entrailles du château, on imagine avec beaucoup d'effroi ce qui peut traverser l'esprit de Molly Weasley et d'Arthur dans ces moments si inquiétants, d'autant plus que si l'encadrement de Poudlard et Minerva McGonagall est capable de dire que Ginny a été enlevée par le monstre de la Chambre des Secrets, personne n'est absolument en capacité de dire où elle se trouve et ni comment finalement y rentrer. Donc tout cela n'est franchement pas d'un très très grand secours ni d'un très grand réconfort, on l'imagine, pour des parents. Il aura fallu le courage et l'abnégation de Harry et de Ron et les connaissances absolument phénoménales d'Hermione Granger pour sauver Ginny et la ramener auprès de ses parents. Molly Weasley n'oubliera évidemment jamais les prouesses de Harry et sa capacité à se sacrifier pour sauver sa fille. Elle écoutera patiemment ou non le récit de Harry Potter et d'Albus Dumbledore sur ce qu'il s'est passé durant cette année. On imagine qu'au fond d'elle-même, elle s'en veut de ne rien avoir vu venir, de ne pas avoir su comprendre les difficultés rencontrées par sa fille, peut-être aussi de ne pas avoir été suffisamment à l'écoute de Ginny et de ses difficultés. Bref, on peut imaginer que pour Molly, la pilule est un peu difficile à avaler tant la situation est inimaginable. Comment lui en vouloir au final? Il est difficile pour un parent d'imaginer que l'esprit de son enfant a été perverti puis contrôlé par un souvenir laissé par Lord Voldemort. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, le concept d'Horcrux est quand même encore quelque chose de totalement inconnu par Albus Dumbledore, Harry Potter et les autres. On essuie donc finalement les plâtres en la matière, mais avec toutes les difficultés qui se font jour, et ça
ça, c'est le tarif à payer. Pour Molly Weasley, la situation est difficile car elle doit à la fois intégrer et digérer des informations qui sont pour le moins extrêmement traumatisantes, tout en essayant cette fois-ci d'être un véritable pilier pour sa fille, qui doit elle aussi encaisser toutes ces révélations et toutes les conséquences qui en découlent. On sait que Molly et Arthur accompagneront leur fille à l'infirmerie pour panser des blessures et lui offrir un repos bien mérité après les événements survenus dans la chambre des secrets. Pour ce qui est de Molly Weasley, on peut imaginer que les dégâts sont absolument immenses et que probablement elle gardera comme sa fille des séquelles toute sa vie de cet événement si traumatisant. Les Weasley sont passés pour le coup vraiment à côté de la catastrophe et ça Molly Weasley le sait parfaitement. Cet événement va évidemment avoir des répercussions encore plus prononcées sur sa manière de percevoir la mort et le destin de sa propre famille. Les craintes qu'elle nourrit déjà de base sur ce sujet depuis de nombreuses années ne vont faire encore une fois que se renforcer. Pour Molly, il y a urgence à protéger la famille, mais comment est-ce possible dans un environnement qui est en pleine mutation comme celle que traverse le monde magique depuis déjà plusieurs années? C'est une question à laquelle Molly Weasley éprouve beaucoup de difficultés à répondre et qui pourtant va la préoccuper encore malheureusement pendant de très nombreuses années. L'été séparant notamment les événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets de ceux du prisonnier d'Azkaban va heureusement quand même apporter quelques nouvelles lui permettant de souffler un petit peu et de reprendre, on va dire, un peu le dessus. En effet, le hasard fait quand même parfois bien les choses, chose d'ailleurs suffisamment rare dans le monde magique pour être mentionnée. Vous le savez, Molly et Arthur Weasley vont remporter le prix de la Gazette du Sorcier, une sorte de loterie un peu magique, et cette somme va leur permettre d'emmener toute la petite famille passer quelques vacances en Égypte pour rejoindre leur fils Bill Weasley, qui travaille, vous le savez, pour Gringotts. Alors, cette décision de dépenser une grande partie du prix accordé aux Weasley est une décision très souvent critiquée par les fans, qui explique que Molly et Arthur Weasley auraient mieux fait de conserver l'argent pour améliorer leur train de vie du quotidien. Bon, pour être tout à fait honnête, nous concernant, on estime que chacun vit comme il l'entend, mais en réalité ce voyage en Égypte a surtout pour mission de ressouder les Weasley après une année pour le moins difficile suite aux péripéties survenues avec la Chambre des Secrets. Il faut bien comprendre qu'outre les difficultés évidentes rencontrées par Ginny Weasley, les autres membres de la fratrie ont également eu à subir quelques difficultés. Percy s'en voulait de ne pas avoir compris les raisons de la détresse de Ginny, Fred, George et Ron s'en veulent de ne rien avoir vu venir, bref en somme rien n'est bien glorieux, ce voyage a donc pour but de se recentrer sur la famille comme valeur cardinale dans un premier lieu et non pas de dépenser de l'argent sans aucune raison et ça il faut quand même bien le comprendre. Les vacances en Égypte vont remplir évidemment absolument tous leurs objectifs. Molly et sa famille passent du bon temps ensemble et découvrent les mystères de l'Égypte antique et magique. C'est d'ailleurs la toute première incursion que l'on fait en dehors du monde magique de Grande-Bretagne. On découvre notamment l'existence de créatures pour le moins peu sympathiques et tout un monde caché évidemment de la vue des Moldus. Accessoirement, elle va évidemment faire le gendarme comme en son habitude entre les enfants car sinon ce ne serait pas drôle et ça risquerait évidemment de présenter quelques petits risques. Ce qui en revanche va être franchement moins drôle, c'est évidemment leur rentrée sur Londres qui va leur réserver une bien mauvaise surprise. En rentrant de vacances, Molly et Arthur Weasley vont apprendre l'évasion de Sirius Black de la célèbre prison d'Azkaban. Cette information est choquante à plus d'un titre. D'une part, personne jusqu'à présent ne s'était jamais échappé d'Azkaban, ce qui en soi indique l'arrivée d'une menace pour le monde des sorciers et donc pour la famille Weasley. Mais plus grave encore, Arthur va apprendre au ministère de la Magie une information que personne ne connaissait dans la communauté magique jusqu'alors, celle du lien entre Harry Potter et Sirius Black. L'évasion de Black crée immédiatement, on le comprend, une problématique extrêmement grave concernant la sécurité de Harry Potter et ce qui pourrait se produire si Harry venait malheureusement à mourir. Quand Arthur Weasley s'en ouvre à Molly, cette dernière est sous le choc. Elle aime déjà Harry d'un amour véritable, sincère et profond. Elle l'aime comme si c'était l'un de ses propres enfants. C'est dire l'importance qu'elle lui accorde. La nouvelle est un choc pour elle car elle prend parfaitement conscience des risques encourus par Harry Potter alors qu'un psychopathe erre désormais dans la nature. Pour elle, c'est une véritable catastrophe. Comme pour chacun de ses enfants, elle va désormais vivre dans la crainte, un peu plus qu'à l'accoutumée, qu'il puisse arriver quelque chose à Harry Potter. Arthur et Molly vont longtemps discuter de la question de savoir s'il est opportun ou non d'informer Harry Potter des risques qu'il encourt avec ce tueur en série dans la nature. Si Arthur considère qu'il serait imprudent de ne pas mettre Harry au courant pour qu'il prenne en considération la hauteur de la menace, Molly est d'un tout autre avis, un avis tout à fait opposé même. En effet, elle considère qu'il ne faut pas faire peser sur Harry Potter une menace supplémentaire dans sa tête. Elle cherche à le protéger et quelque part sa vision est peut-être la bonne, même si celle d'Arthur peut naturellement se défendre et se comprendre dans la mesure où pour le coup on sait que Harry a une certaine habitude pour courir après le danger. On imagine sans trop de difficulté ce qui pourrait se passer dans la tête de Harry Potter s'il apprenait d'une part que son parrain est en vie et qu'en plus il est responsable de la mort de ses parents. Peu de doute sur le fait que ce dernier se serait lancé évidemment corps et âme à la recherche du criminel pour se venger.
Molly Weasley, comme souvent d'ailleurs, va agir afin de protéger du mieux qu'elle le peut les intérêts de Harry Potter, comme elle le ferait s'il s'agissait de ses propres enfants. Les discussions entre Molly et Arthur sont difficiles à départager, ils n'arrivent pas véritablement à se mettre d'accord. On sait cependant que Molly obtiendra qu'Arthur ne mentionne jamais et en aucune occasion ce lien en présence de Harry ou d'un des enfants Weasley. Ce dernier s'accommodera de cette promesse en mettant cependant en garde Harry Potter sur l'absolue nécessité d'être particulièrement prudent car si un criminel aussi dangereux et aguerri que Black a réussi à s'échapper d'Azkaban, il n'y a aucune raison pour que ce dernier ne réussisse pas à rentrer dans Poudlard malgré la confiance que peut avoir Molly Weasley dans les capacités de Dumbledore à assurer la sécurité du château. Au fur et à mesure de l'année, Molly Weasley va suivre les différents rebondissements, les différentes effractions même dont Sirius Black sera coupable à Poudlard. Elle a peur pour ses enfants. À plusieurs reprises, Sirius Black, on le sait, a réussi à s'infiltrer dans le château et même une fois jusque dans la salle commune des Gryffondor où dorment 5 de ses enfants et Harry Potter. On imagine donc la crainte qui est la sienne durant cette année où rien ne semble tout à fait maîtrisable dans le monde magique. Elle suit évidemment les éléments de l'enquête auxquels a accès son mari au ministère de la Magie, mais rien de bien rassurant n'en ressort. Sirius Black déjoue tous les stratagèmes des aurores et aucune mesure de sécurité ne semble être en capacité de l'empêcher d'agir à son bon vouloir. Pour Molly Weasley, cette incapacité du ministère de la Magie à agir face à un ennemi aussi dangereux que Sirius Black est pour elle quelque chose de particulièrement incompréhensible, certes, mais surtout de particulièrement inquiétant, et il faut bien le reconnaître qu'elle a raison. Peu de temps avant la fin de l'année scolaire, elle apprendra d'ailleurs que Ron aura été blessé par nul autre que Sirius Black, qui aura eu le temps de s'échapper. On imagine, mais sans pouvoir le vérifier, qu'elle apprend également que Harry Potter a découvert la vérité sur qui est Sirius Black. Ce qu'elle ignore, c'est que l'histoire est encore beaucoup plus complexe que ce que tout le monde pense en ce moment dans la communauté du monde magique. Elle n'est pas mise au courant de la trahison de Peter Pettigrew, ni du fait que ce dernier s'est caché dans leur famille pendant des années. On s'interroge d'ailleurs sur le fait qu'elle n'ait pas été informée de cette partie-là de l'histoire. Il y a pour le coup un mystère quand même, il faut le reconnaître, un petit peu difficile à résoudre. On peut imaginer que Ron aura préféré cacher la vérité à sa mère afin de ne pas lui faire peur plus que de raison. En réalité, il est tout à fait étrange que la vérité d'ailleurs n'ait pas été communiquée dès la fin de l'année scolaire. Mais bon, cela permettait d'illustrer parfaitement quelque chose que J.K. Rowling souhaitait mettre en relief dans les événements à venir de Harry Potter et la Coupe de Feu. C'était donc une sorte de nécessité de service et on sait que pour J.K. Rowling, elle a l'habitude de fonctionner comme ça. On retrouve Molly Weasley à la fin de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sur le quai de la voie 9-3 pour récupérer ses enfants. Elle fait alors la promesse à Harry que la séparation ne sera pas bien longue. En effet, l'été qui sépare les événements de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et la Coupe de Feu va être un brin particulier puisque la Grande-Bretagne va accueillir la Coupe du Monde de Quidditch. Quand Molly et Arthur entrent en possession d'invitations pour la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, il est évident qu'ils espèrent pouvoir y associer Harry Potter, mais pour cela, il va falloir évidemment passer par une demande très formelle vis-à-vis des Dursley. Hors de question évidemment de refaire le même coup de la mission sauvetage en voiture volante. Les Weasley et principalement Molly veulent mettre les formes. C'est ainsi qu'ils décident d'envoyer un courrier aux Dursley par la poste moldue et non par hibou afin de respecter nos coutumes. La seule difficulté étant que ni Molly ni Arthur n'ont grandi dans le monde des moldus. Ainsi, ils sont toujours à la merci d'une petite erreur ou d'une petite faute protocolaire comme celle par exemple qui consiste à recouvrir l'enveloppe de timbre en ne laissant qu'un tout petit espace pour écrire l'adresse. En effet, n'utilisant jamais la poste des moldus ni la monnaie britannique, ils sont forcément un peu déconnectés de notre si triste réalité. Bon, forcément, ce n'était pas la meilleure idée qui soit pour s'attirer la sympathie des Dursley, mais au moins ça avait le mérite d'exister. Une fois l'accord obtenu, c'est Arthur Weasley qui va se charger des formalités. Comme on le sait, ce ne sera pas une réussite absolument mémorable, en tout cas pour les Dursley, après une cheminée totalement explosée, un salon dévasté et une tentative d'étranglement sur le cousin de Harry Potter, Dudley. Molly ne s'est pas rendue chez les Dursley, on ne sait pas trop d'ailleurs pour quelle raison, mais ce qui est certain, c'est qu'elle va assister à leur retour et à la sévère engueulade d'Arthur vis-à-vis des jumeaux Weasley. Évidemment, si au départ, Arthur avait bien l'intention de garder cette mésaventure pour lui, il n'était plus possible désormais de faire ce choix. Du coup, Molly s'en est mêlée et a su faire usage de son appendice vocal pour, on va dire, exprimer avec toute la délicatesse qu'on peut lui connaître un certain nombre de sentiments et même de ressentiments. Il faut bien reconnaître que les jumeaux Weasley ne l'avaient franchement pas volé, on ne peut pas tellement vraiment dire le contraire. En l'occurrence, une fois ce pic passager de colère, Molly Weasley va se hâter de presser les préparatifs car tout le clan Weasley est présent au terrier en plus de Harry Potter et en plus d'Hermione Granger invité pour l'occasion. Molly Weasley est sincèrement heureuse de
de recevoir tout ce petit monde, c'est quelque chose qu'elle apprécie faire, au moins, pense-t-elle, tout le monde sera en sécurité pour cette fois-ci. Le lendemain matin, après une inspection particulièrement minutieuse, digne les douanes américaines des jumeaux Weasley, pour être sûr qu'ils n'emporteront aucune marchandise de leur conception lors de cette finale de la Coupe du Monde de Quidditch, Molly Weasley, on le sait, va laisser partir toute la petite troupe. Elle ne participera pas à la sortie collective, on peut imaginer qu'elle n'est pas franchement une fanatique de ce sport, pour lequel nous n'avons aucune preuve d'attachement particulier. Le Quidditch n'est pas une question d'homme ou de femme, bien entendu, mais après c'est une simple question de préférence. En l'occurrence, Molly n'a pas l'air furieusement adepte de ce sport, et c'est parfaitement son droit. D'ailleurs, c'est pas plus mal dans la mesure où, pour le coup, elle n'aura pas à assister directement aux événements traumatisants qui vont survenir après la finale de la Coupe du Monde. Elle n'assistera pas à la toute première réapparition de la Marque des Ténèbres depuis la chute du Seigneur des Ténèbres. Ces événements, on le sait, elle va les découvrir dans une édition spéciale de la Gazette du Sorcier, ce qui va lui flanquer quand même une sacrée trouille. Dans la panique, il faut se rappeler évidemment que ni Arthur ni aucun des enfants n'a pensé ni même eu le temps en réalité de prévenir que tout le monde allait bien et parce que tout simplement les événements se sont enchaînés à toute vitesse, donc du coup ils n'ont pas eu ce temps-là. Et donc Molly à ce moment-là va renouer en fait avec ses vieilles angoisses, avec ses difficultés, avec ses peurs, avec ses craintes. Elle imagine le pire, retourne 1000 fois dans sa tête les derniers échanges qu'elle a pu avoir avec chacun de ses enfants, notamment avec les jumeaux. Les retours des mange-morts et la Marque des Ténèbres lui rappellent évidemment les heures les plus sombres de son histoire personnelle et donc de son histoire familiale. Cela lui rappelle forcément la mort de Fabienne et Gideon. Elle revit forcément tout ça avec beaucoup de douleur, avec beaucoup d'anxiété, et c'est donc dans cet état qu'elle va attendre le retour de ses enfants au bercail, de son mari évidemment, aussi d'Harry et d'Hermione, qui font de toute façon partie intégrante de sa famille au sens large du terme. Avec soulagement, elle constatera que tout le monde est bel et bien sain et sauf, mais c'est aussi à ce moment-là que l'on va voir Molly Weasley craquer pour la première fois sans être en capacité de se retenir et de retenir ses sentiments. Elle va se précipiter sur Fred et George Weasley, on le sait, et les serrer très fort dans ses bras en pleurant absolument toutes les larmes de son corps, car la dernière chose qu'elle aura eu le temps de leur dire avant leur départ de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch était en l'occurrence des remontrances. Ainsi va la vie des personnes terrorisées et marquées à vie par les événements traumatisants de la première guerre du monde des sorciers et qui reviennent aujourd'hui au goût du jour. Évidemment, on ne peut pas mettre de côté que la séquence entre l'évasion de Sirius Black et le retour des Mange-Morts donne quand même effectivement des perspectives franchement difficiles à regarder avec distance. Pour Molly, tout cela sent mauvais et malheureusement les événements qui vont suivre ne vont que lui donner raison. Le 1er septembre, le départ du Poudlard Express laisse une fois de plus Molly Weasley seule au terrier. Mais cette fois-ci, elle regrette plus que d'habitude ses jeunes années à Poudlard, car en effet, elle est au courant de l'arrivée à Poudlard d'un événement ô combien légendaire, le tournoi des 3 sorciers, qui refait son apparition après de très nombreuses années d'absence. Grâce évidemment à son mari, elle a suivi la majorité des préparatifs tout en gardant le secret vis-à-vis de ses enfants, afin qu'ils puissent vivre l'annonce avec toute la surprise qu'il se doit pour un événement aussi historique. Pour le coup, on a assez peu de doutes sur le fait que Molly Weasley aurait adoré être à la place de ses enfants et de vivre ces moments si excitants à la réputation aussi extraordinaire. De plus, elle n'a pas grand-chose à craindre de ce tournoi des 3 sorciers dans la mesure où aucun de ses enfants, et par conséquence ni Harry ou Hermione par exemple, n'ont l'âge de concourir à cette compétition dont on connaît la dangerosité et le nombre de morts qui accompagnent généralement chaque tournoi. Elle s'attend donc à avoir une année relativement cool et sympathique tout en suivant à distance les événements autour du tournoi qui seront largement couverts par la presse du monde des sorciers. Seule ombre au tableau pour Molly, c'est évidemment l'absence ou la quasi-absence de son mari, mais aussi de son fils Percy qui débute sa carrière au ministère de la Magie. Ce dernier, qui est en charge d'assister Barty Croughton, alors en charge de la coopération magique internationale, se trouve être littéralement débordé pour les raisons évidemment que l'on connaît. Percy, à cette époque-là, se jette corps et âme dans le travail et prend de plus en plus un chemin pour le moins inquiétant tant il sait se montrer hautain, en tout cas plus que d'habitude. Après les événements de la fin de l'été, il faut quand même bien se dire que pour le coup, Molly Weasley pense pouvoir enfin se reposer, mais c'est évidemment sans compter les capacités légendaires d'Harry Potter pour se mettre évidemment dans un pétrin sans nom. Bon, on vous l'accorde, il est tout à fait juste que Harry Potter, mis à part dans ses propres rêves, n'a jamais véritablement voulu être sélectionné comme candidat, on va dire, au tournoi des 3 sorciers. On ne peut pas lui imputer donc totalement la faute des difficultés rencontrées par Molly Weasley par la suite. En effet, cette dernière, lorsqu'elle va apprendre la participation surprise de Harry Potter en tant que 4e champion de la compétition, cette dernière va
évidemment être tout de suite absolument contre l'idée qu'il participe aux différentes tâches du tournoi des Trois Sorciers. Elle est là-dessus absolument catégorique. Molly Weasley considère à juste titre, il va sans dire, qu'Harry Potter est beaucoup trop jeune pour participer aux épreuves de ce tournoi à la réputation sulfureuse ou morbide au choix. Aucune légende ne vaut la peine de mourir. Un peu plus tard, nous allons découvrir une autre facette en fait de Molly Weasley, celle de la femme qui est particulièrement influençable. Alors, on s'en doutait quelque peu compte tenu de la relation qu'elle avait et qu'elle entretenait vis-à-vis du trop célèbre Gilderoy Lockhart, mais il est vrai que cette facette va apparaître nettement plus clairement quand cette dernière en fait va fondre en larmes à la lecture de la vraie fausse interview enregistrée par Rita Skeeter, dont on sait que sa plume à papote a un petit peu exagéré, voire complètement exagéré et inventé les émotions qui étaient celles de Harry Potter, pour ne pas dire effectivement que c'est un mensonge absolu. Molly Weasley a cru chaque mot, a cru chaque ligne des propos tenus dans l'article de Rita Skeeter. Elle les a tenus pour argent comptant, ce qui montre là aussi les dégâts que la presse peut parfois faire lorsque l'on ment ou que l'on invente des vérités alternatives. On vous le dit, J.K. Rowling a toujours été une sorte de prophète pour les évolutions délirantes de la société. Bref, vous l'aurez compris, Molly Weasley est dans un état proche de la catatonie, dans la mesure où cette dernière, en plus de se faire un sang d'encre déjà pour la participation de Harry à ce tournoi, s'inquiète aussi pour le manque d'amour qu'il est censé ressentir suite à cet article. Charlie Weasley, dont on sait la proximité avec les dragons et le fait qu'il est au courant du contenu de la première tâche du tournoi, n'aura franchement pas du tout le courage d'avouer à sa mère que la première tâche sera vraiment, mais vraiment très dangereuse. On imagine que Molly Weasley se montrera pour le coup très rassurée une fois la première tâche passée, car il est vrai qu'il est difficile quand même d'imaginer pire que de devoir défier un dragon, mais reste tout de même quand même angoissée à l'idée que la suite des aventures évidemment puisse réserver de mauvaises surprises à Harry Potter. Elle se montrera aussi, on le sait, toujours dans le genre influençable, particulièrement furieuse vis-à-vis d'Hermione Granger, dont la plume acérée de Rita Skeeter aura, il faut le dire, dressé un portrait franchement assez affligeant de la jeune fille. Évidemment, tout ce que Rita Skeeter dit est une parole d'évangile pour les gens un petit peu influençables, dont font partie Molly Weasley. Il n'en pouvait être finalement autrement. Ainsi, elle va montrer au fur et à mesure une hostilité polie, certes, et contenue vis-à-vis d'Hermione, mais qui comprendra quand même qu'elle n'a désormais franchement plus la cote par rapport à d'habitude. Rita Skeeter fait du mal et les conséquences périphériques pour le coup restent parfois totalement désastreuses. Un élément que nous aurions d'ailleurs aimé connaître dans toute la période se déroulant avant l'exécution de la première tâche du tournoi aurait été de savoir si Molly avait été mise au courant du comportement de son fils Ron à l'égard de Harry Potter lorsque ce dernier a découvert que le nom de son meilleur ami avait été sélectionné par la Coupe de Feu. C'est une partie pour le coup que nous ne connaissons pas. De notre avis, il est fort probable que Molly est à ce moment-là dans l'ignorance complète et totale, sinon on imagine que les remontrances auraient pu être sévères vis-à-vis de son fils, et autant dire que ces mêmes remontrances auraient été parfaitement justifiées, puisque le comportement de Ron Weasley était particulièrement choquant et surtout extrêmement déplacé. Molly vit la seconde tâche du tournoi des Trois Sorciers dans l'angoisse évidemment du résultat final. Harry va-t-il réussir à survivre à cette nouvelle tâche? On imagine qu'elle angoisse pendant des semaines avant et qu'elle atteint son paroxysme lors de la seconde tâche. On imagine aussi que le résultat va la ravir et qu'elle commence à croire qu'une victoire de ce quasi-fils adoptif est possible. En tous les cas, à la fin des deux premières tâches, il a réussi à survivre, mais pas seulement, il est également ex aequo vis-à-vis de ses concurrents en tête de liste. En somme, tout est possible. La tradition du tournoi des Trois Sorciers est de permettre aux familles de venir soutenir ces champions à la veille de la dernière tâche du tournoi. C'est une pratique un peu étrange, on est un peu entre le soutien inconditionnel d'une famille qui veut voir son fils ou son enfant gagner, mais aussi le dernier rendez-vous avant une possible mort. En l'occurrence, concernant Harry Potter, il était quand même relativement peu probable de voir débarquer les Dursley à Poudlard, et d'ailleurs ce n'était pas nécessairement l'une des choses les plus sympathiques à imaginer, ni probablement à vivre, même si ça aurait pu donner des scènes absolument hilarante. Évidemment, en lieu et place des Dursley, c'est Molly accompagnée de Bill qui a pris la place, évidemment, des Dursley, probablement sur les conseils, on l'imagine, d'Albus Dumbledore ou de Minerva McGonagall. Cela en dit très long sur cette relation familiale un peu d'un autre genre, et sur cette filiation en fait qui ne dit pas véritablement son nom. Molly a endossé le rôle de mère nourricière que Pétunia Dursley n'a jamais su endosser et n'a d'ailleurs jamais voulu endosser. Il faut être absolument honnête là-dessus. Sa présence à Poudlard est riche de sens tant pour elle que pour Harry, même si on entend peu Harry Potter sur le sujet. On sait qu'un lien s'est créé au fur et à mesure des années et qui trouve dans ce passage précis, dans cette séquence précise, sa concrétisation pour les deux protagonistes.
On sait que Harry va faire un grand tour de Poudlard à Bill et Molly qui se remémorent de bons moments, qui est intrigué aussi d'ailleurs, on le sait, par le Solcogneur, qui n'était naturellement pas présent durant sa scolarité à Poudlard. Rappelons qu'elle était antérieure à la période de scolarité des maraudeurs. Elle partage ensuite bon nombre de souvenirs et cette visite semble quelque part l'émouvoir. Elle n'était en effet pas revenue depuis de très nombreuses années à Poudlard, en dehors du passage pour retrouver évidemment Ginny dans Harry Potter à la Chambre des Secrets. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, elle n'avait pas pris évidemment on se doute l'occasion d'aller visiter le château et de se remémorer tous ses bons souvenirs. En retournant dans la grande salle pour savourer un dernier repas avant la dernière tâche, on sait que Molly va retrouver Fred, George, Ginny et Ron, tous surpris de la voir ici, mais aussi tout absolument heureux évidemment de se retrouver tous en famille. Cependant, forcément on se dit qu'il y a quand même une ombre un peu au tableau, ou plutôt qu'il manque encore quand même quelqu'un dans le décor. C'est évidemment Hermione. Il faut savoir que depuis l'apparition des articles de Rita Skeeter au sujet des aventures amoureuses ou non d'Hermione, Molly continue de nourrir une certaine rancœur vis-à-vis de celle qui deviendra un jour, sans qu'elle ne le sache, sa belle-fille. Elle ne digère absolument pas ce qu'Hermione est censée faire vivre à Harry Potter et est un peu stupéfaite de voir que tout le monde fait comme si absolument tout était normal, en tout cas comme si de rien n'était. Et quand Hermione arrive dans la grande salle, Molly se montre absolument glaciale, ce qui n'est absolument pas dans sa nature habituellement, et il faudra donc l'intervention de Harry Potter pour faire en sorte de sortir de ce quiproquo, et Molly retrouvera peu à peu sa jovialité habituelle. Molly Weasley, qui est quand même à la tête d'une sacrée tribu, est évidemment heureuse d'avoir presque la totalité de ses enfants autour d'elle, mais elle n'oublie pas que son rôle du jour est d'être là avant tout pour Harry Potter. C'est ainsi par exemple qu'elle reprendra assez violemment Amos Diggory qui s'était senti obligé de faire des remarques relativement désobligeantes vis-à-vis de Harry Potter. Molly est pleinement dans son rôle de mère de substitution et agit pour le coup véritablement comme le ferait une véritable mère. Là-dessus, on ne peut franchement absolument pas dire le contraire. La suite de l'histoire, si on ose dire, malheureusement, on la connaît. Lorsque Harry Potter revient dans les conditions que l'on connaît du cimetière de Little Angleton, il est plus tard amené à l'infirmerie où Molly veille sur lui tant que Madame Profresh s'active et que Dumbledore gère les problèmes occasionnés par le retour de Lord Voldemort et qu'un affrontement se met en place avec le ministre de la Magie. Lorsque Dumbledore arrive enfin dans l'infirmerie, il décide de réactiver l'ordre du Phénix et commence à distribuer ses consignes aux uns et aux autres. Molly fait partie intégrante évidemment de cette séquence et va devoir accepter la vérité sur Sirius Black présent dans la pièce sous sa forme d'animagus. Pour Molly, c'est un choc, évidemment, elle qui percevait Sirius comme étant un très proche de Voldemort, doublé d'un tueur en série. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir la vérité au sujet de Peter Pettigrew. Molly est une femme courageuse qui tente d'encaisser les informations tout en faisant très attention de ne pas se laisser submerger par notamment le souvenir de la mort de ses deux frères. À ce stade, elle doit être solide pour accompagner Harry dans le drame qu'il traverse, mais aussi se montrer forte pour ses enfants qui sont présents évidemment aux côtés de leur ami. Cette Mila, elle veillera, on le sait, longtemps auprès de Harry Potter comme l'aurait fait sa véritable mère. Les jours sombres sont de retour. Pour Molly, c'est évidemment un drame, comme pour tous les membres de la communauté magique internationale, et notamment les membres de la communauté magique de Grande-Bretagne. Les nouvelles en provenance de Poudlard font de plus en plus l'objet de véritables polémiques entre Albus Dumbledore et le ministère de la Magie, qui continuent à vouloir nier le retour de Lord Voldemort. Molly, elle, n'a absolument aucun doute et absolument aucune raison de remettre en cause la version de Harry Potter et donc celle d'Albus Dumbledore. Mais elle sait que les débats font rage dans le monde magique, et malheureusement pour elle, elle ne va pas pouvoir tenir sa famille en dehors de ce débat brûlant. Percy Weasley, dont on vous parlait précédemment dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver dans notre playlist spécifiquement consacrée aux personnages de la saga Harry Potter, vous le savez, a souhaité placer sa loyauté dans le ministère de la Magie plutôt que dans sa propre famille. Il choisit donc clairement la rupture vis-à-vis de ses propres parents, de ses propres frères et de sa sœur. Pour Molly, c'est un déchirement, c'est une trahison, et elle en veut autant à son mari de ne pas avoir su raisonner Percy qu'à Percy lui-même qui agit par égoïsme et carriérisme, totalement aveuglé par sa propre ambition plutôt que par ce qui devrait être en réalité un choix logique. On sait que Molly tentera par tous les moyens de raisonner son fils, elle se rendra même pour le coup directement dans le nouvel appartement de Percy à Londres pour tenter de le convaincre et de revenir au terrier. Mais elle n'obtiendra en tout et pour tout qu'un claquement de porte scellant ainsi définitivement la séparation, en tout cas pour un sacré bout de temps. Molly est absolument dévastée par cette situation. Ni Arthur ni ses autres enfants ne savent comment s'y prendre pour la consoler, ou tout du moins pour la réconforter. Voir leur mère aussi inconsolable est pour toute la fratrie Weasley une véritable catastrophe. Un drame qui va nourrir chez eux aussi petit à petit une rancœur vis-à-vis de leurs frères pour le mal qu'ils causent à leur mère, mais aussi à l'ensemble de leur famille.
Peu de temps après, Albus Dumbledore va proposer très officiellement à Arthur et à Molly Weasley de rejoindre l'Ordre du Phénix, ce que les deux vont évidemment accepter, mais plus encore, ils vont même accepter de quitter le terrier pour s'installer au quartier général de l'Ordre du Phénix mis à disposition par Sirius Black, le fameux 12 Square Grimold. L'idée est que les Weasley puissent œuvrer, on va dire, à la logistique nécessaire pour faire tourner le quartier général. Et personne n'est mieux placé évidemment pour ce rôle qu'une mère de famille nombreuse habituée à gérer de très grandes tribus. Toute la famille déménage donc en dehors de Percy vers la noble et ancienne maison des Blacks. On ne va pas se mentir, toute la famille, même si elle est très volontaire à l'idée de participer à l'effort de guerre, se retrouve quand même dans une maison qui n'a pas été habitée depuis largement plus d'une décennie. On se retrouve donc dans une maison certes immense, mais où règne un véritable capharnaüm. En dehors des réunions de l'ordre auxquelles participent Arthur et Molly, les enfants encore mineurs sont donc occupés principalement à des tâches de ménage ou plutôt de réhabilitation compte tenu de l'immensité de la tâche du 12 Square Grimold et de son état. Molly Weasley veille d'ailleurs toujours que chaque enfant soit suffisamment occupé pour ne pas tenter de savoir ce que l'ordre essaye de mettre en œuvre pour contrer Voldemort et ses mange-morts. Il capte cependant par-ci par-là quelques brides d'informations, quelques mots échangés, mais Molly les tient véritablement à l'écart car son but est d'une part évidemment de les protéger, mais aussi de veiller à ce que Harry ne soit pas au courant de ce qu'il se passe afin de ne pas mettre en danger la sécurité de l'ordre du Phénix. Car une autre des tâches que Molly s'est auto-attribuée, si l'on peut dire, est de veiller évidemment aux intérêts de Harry Potter. Alors, forcément, désormais, Harry n'est plus tellement orphelin. Il a un parrain choisi par ses parents pour veiller à ses propres intérêts. Mais ses relations avec Sirius et leur vision de l'éducation ne sont pas du tout les mêmes. Il faut quand même bien le reconnaître. Pendant la majorité de l'été, elle va veiller à ce que les enfants ne disent rien à Harry dans leur correspondance. C'est un ordre de Dumbledore. Et en réalité, c'est une correspondance, on le sait, qui sera réduite de toute façon à peau de chagrin pour éviter des problématiques trop fortes et trop importantes de sécurité. Lorsque les événements de Private Drive et l'attaque des Deathrakers se produisent, évidemment, l'ordre est amené à prendre des dispositions pour exfiltrer Harry Potter et le mettre en sécurité immédiate. Une fois Harry en sécurité au 12 Square Grimold, se pose aussi rapidement la question de savoir comment Harry doit être mis au courant ou non des activités de l'ordre du Phénix et dans quelle proportion. Ce dernier, évidemment, souhaite s'impliquer totalement dans la bataille, son parrain n'y voit évidemment aucune problématique, mais Molly Weasley va évidemment tout de suite mettre un veto ferme et définitif, ce qui entraînera une dispute avec Sirius où l'on sent bien que Molly ne souhaite pas du tout abandonner son rôle de mère de substitution aussi facilement. Au final, Remus et Sirius dresseront un portrait assez large des activités de l'ordre, sans totalement non plus rentrer dans les détails. Molly s'assurera néanmoins à l'avenir que Harry soit comme tout le monde suffisamment occupé par la remise en état du quartier général, lui laissant ainsi le moins de temps possible, on va dire, pour penser à l'audience préliminaire qui le menace suite à l'usage prétendument abusif de la magie en présence d'un moldu. Molly évidemment se fait du souci pour cette décision, elle a peur que Harry soit définitivement renvoyé de Poudlard et condamné. Elle a peur aussi que cette condamnation puisse déboucher sur une volonté encore plus farouche de Harry de jouer un rôle actif dans l'ordre du Phénix. Elle connaît les vicissitudes, on va dire, du ministère de la magie mieux que quiconque. Elle se méfie évidemment de toute décision plus politique que judiciaire. Elle essaye, comme tout le monde, cependant, et comme très souvent d'ailleurs, de garder ses sentiments pour elle et de ne pas en faire état. Le fait est qu'elle vivra un véritable soulagement après le résultat positif de l'audience devant le Major Maggots, soulagement qui se verra, on va dire, quand même assez fortement et donnera lieu d'ailleurs à une fête, à une petite célébration autour de ça. Il ne s'agira pas d'ailleurs de la seule raison, finalement, pour Molly Weasley de se réjouir, car en effet, on le sait, Ron va être nommé préfet de Gryffondor, ce qui vient pour le coup renouer avec la tradition familiale des Weasley, brusquement interrompue par les jumeaux Weasley qui ont effectivement tout fait pour eux ne jamais devenir préfet. Pour Molly, chaque motif de réjouissance, alors que l'ordre du Phénix patine, on va le dire quand même, relativement sec pour tenter de contrer les forces du mal, est une occasion évidemment de faire la fête. Molly continue aussi vigoureusement évidemment de participer au grand nettoyage du Square Grimold et à se débarrasser de tous les parasites qui ont élu domicile au sein du quartier général. Elle tombera notamment, on le sait, cet épisode est dramatique, sur un épouvantard qui prendra la forme tour à tour de ses enfants morts sur le sol. Molly se retrouve à ce moment-là dans l'incapacité complète et totale de le battre, se laisse submerger par les émotions et s'effondre. Il faudra l'intervention de Harry Potter puis celle de Remus Lupin pour mettre fin à cette vision totalement apocalyptique pour Molly. C'est à ce moment-là que Harry Potter va prendre pleinement conscience des risques qu'encourent désormais tous ses proches maintenant que Lord Voldemort est de retour. Il va également prendre conscience de ce que Molly Weasley traverse également jusqu'à cet événement particulier. Il avait certes conscience du fait qu'il mettait Ron et Hermione en danger, notamment au travers de certaines épreuves comme pour la pierre philosophale ou pour la chambre des secrets, mais il n'avait
n'avait absolument pas pensé, ou très peu du moins, que la photo était en réalité bien plus large que le cadre qu'il avait en tête. Rémus Lupin tentera bien de consoler naturellement Molly Weasley en expliquant que l'Ordre du Phénix est mieux préparé que la dernière fois, qu'il y a moins de zones d'ombre désormais et qu'ils comprennent mieux ce que souhaite faire et ce que veut faire Voldemort et pourquoi il agit de la sorte, mais en réalité, en fait, ils n'ont pas idée à ce stade, en tout cas pas en tant que collectif, de l'existence des Horcruxes, même si Dumbledore commence à avoir probablement quelques doutes à ce moment-là de l'histoire. Rémus et Harry ne peuvent cependant évidemment pas promettre à Molly que personne ne sera blessé. La promesse est impossible à tenir, elle est donc impossible à faire, mais une chose est certaine, c'est qu'ils feront de leur mieux pour défendre et protéger les intérêts de tous les membres de la famille Weasley. Le 1er septembre, Molly Weasley ne va a priori pas se rendre sur la voie 9-3/4. Il faut dire que la garde rapprochée de Harry Potter est déjà en soi pléthorique. Par contre, Molly s'opposera en vain à ce que Sirius Black s'y rende sous sa forme d'Animagus, pour des raisons évidentes de sécurité, mais dont ce dernier se moque bien. Là est toute la difficulté de vouloir garder un fugitif un petit peu trop longtemps enfermé dans une maison au sein de laquelle il n'a malheureusement que de très très mauvais souvenirs. Molly continue, pendant que les enfants sont à l'école, à organiser toute la logistique de l'Ordre du Phénix. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour organiser du mieux qu'elle le peut la vie du quartier général. Évidemment, elle participe également à toutes les réunions et à la majorité des prises de décisions majeures que doit prendre l'ordre. Les membres de l'Ordre du Phénix se sont très occupés et envoyés, on le sait, aux 4 coins de l'Europe pour recueillir des informations, chercher des alliés, etc. Molly cohabite donc surtout avec Sirius Black la majorité du temps. On ne peut pas dire que la cohabitation soit une cohabitation particulièrement heureuse, tant ils sont divisés sur nombre de sujets, mais une guerre est une guerre et il faut bien s'entendre entre alliés. Par contre, lorsqu'elle va comprendre que Harry, Ron et Hermione se seraient lancés dans la constitution d'un groupe secret de défense contre les forces du mal à Poudlard, son sang ne va faire qu'un tour. Elle est absolument furieuse et totalement contre l'idée car elle considère qu'ils auront bien le temps d'apprendre à se défendre par eux-mêmes une fois qu'ils auront quitté l'école. En cela, elle commettait en réalité une véritable erreur tant il paraissait pour le coup tout à fait clair que malheureusement la guerre finirait bien par rattraper ses enfants et n'attendrait évidemment pas sagement la fin de leur scolarité. Elle chargera Sirius Black de transmettre une consigne ferme à Ronald Weasley à ce sujet, ce qu'il fera mais sans réussir pour autant à le convaincre. Elle fera aussi passer le message à Harry et Hermione qu'elle comprend ce qu'ils font mais qu'elle n'a naturellement pas son mot à dire n'ayant pas d'autorité parentale sur eux, mais elle souligne quand même, et on ne peut pas en douter, avoir leur intérêt premier à cœur. On le sait, l'armée de Dumbledore continuera de plus belle pendant des mois après cette discussion. La vie aux 12 Square Grimmauld n'est pas des plus joyeuses. Elle doit aussi faire avec la mauvaise humeur et le caractère un peu acariâtre de créature, l'elfe de maison qui a légèrement tourné kazakh si on ose dire. Sa vie tourne autour des activités de l'Ordre du Phénix et sa vie de famille, en gros sa vie de couple, est quand même un petit peu réduite à néant tant les tours de garde de la prophétie au département des mystères empiètent sur les agendas des membres de l'Ordre. Molly est, on l'imagine, extrêmement inquiète pour son mari comme elle l'est pour ses enfants. Demeure également la problématique particulière de Percy avec qui les relations sont absolument inexistantes. Peu avant le retour des enfants de Poudlard pour les fêtes de Noël, alors qu'elle se trouve au 12 Square Grimmauld, elle reçoit un message de Dumbledore par l'intermédiaire de Fumsec l'informant qu'Arthur a été attaqué par le serpent de Voldemort alors qu'il était au ministère de la Magie. Dumbledore l'informait également de l'arrivée imminente des enfants et du fait que Arthur avait été transporté à l'hôpital Sainte-Mangouste par les bonnes personnes. Molly, évidemment, est partie sur le champ alors que Sirius s'occupait de garder les enfants. Il fallait les maintenir au quartier général afin de ne pas éveiller trop vite les soupçons à cause de la vitesse de circulation de l'information de ce qui a été arrivé à notre pauvre Arthur Weasley. Arrivée à l'hôpital Sainte-Mangouste, Molly va s'enquérir évidemment immédiatement de l'état de santé de son mari qui, on le sait, est malheureusement précaire. On imagine ce qu'elle traverse dans sa tête, on sait qu'elle préviendra les enfants qu'Arthur est toujours vivant. À son arrivée, le message s'arrêtera là. Elle ne rentrera qu'au petit matin pour apporter la bonne nouvelle. Arthur survivra à ses blessures et il pourra même recevoir des visites un petit peu plus tard dans la journée. Évidemment, Molly, à cette heure-ci, est rassurée sur l'état de santé de son mari. De là à dire qu'elle est soulagée, c'est encore quand même autre chose, mais au moins elle sait que ses jours ne sont plus en danger. Elle remerciera, on le sait, Harry Potter qui à ce stade ne comprend toujours pas exactement bien tout ce qui a pu se passer et l'enchaînement des événements. Sans la vision de Harry, Molly le sait, Arthur aurait été découvert trop tard et tous les plans de l'Ordre du Phénix auraient été en grand péril. Malgré l'étrangeté de la situation, Harry a sauvé bien plus que la vie d'Arthur ce soir-là sans le savoir. Pour Molly, cela ne fait que renforcer le fait qu'elle considère Harry comme un membre de sa propre famille. En effet, c'est déjà la deuxième fois qu'il sauve la vie d'un Weasley, après Ginny
pendant la chambre des secrets. C'est le tour d'Arthur et ça ne sera malheureusement pas le dernier car il sauvera in extremis d'un très grand danger. Alors que Sirius Black se débat avec les préparatifs d'un petit déjeuner pour autant de personnes, on sait que Molly va le remercier d'avoir pris soin de la famille et va finir par prendre le relais de cette tâche qui semblait pour le coup bien compliquée pour notre pauvre Sirius. On peut imaginer que cela donnera un peu à Molly l'occasion de penser à autre chose, ou plutôt de ne pas penser, c'est tout l'intérêt d'ailleurs des tâches ménagères. Le temps d'organiser une garde rapprochée digne de ce nom pour protéger Harry Potter, on sait que les Weasley au grand complet, sans Percy néanmoins et Harry Potter, rendront visite à Arthur Weasley. À l'hôpital, Molly aura d'ailleurs très peur en apprenant que son colocataire de chambre est un loup-garou, mais la pleine lune n'étant pas prévue pour tout de suite, en l'occurrence le risque est quand même très minime. Les enfants sont évidemment particulièrement heureux de retrouver leur père, mais ne connaissent toujours pas exactement le contexte de l'attaque. Et il est vrai qu'en l'occurrence, personne n'est véritablement au courant, en dehors de Dumbledore et des membres adultes de l'Ordre du Phénix, de ce qu'il s'est véritablement déroulé ce soir-là. Molly n'appréciera absolument pas du tout que les jumeaux tentent d'en savoir davantage en pressant leur père de questions. Un peu plus tard, Molly s'inquiétera du comportement de Harry Potter qui a tendance à s'isoler de plus en plus sans véritablement comprendre ce qu'il se passe dans sa tête. Le jour de Noël, Molly verra sa journée un brin gâchée par le fait que Percy a renvoyé le traditionnel pull de Noël sans même avoir pris la peine de l'ouvrir. On a dépassé de loin le maximum de ce qu'il est possible de voir en termes de point de rupture entre un enfant et ses parents. On sait que Fred et George tenteront de la consoler maladroitement à leur image, mais sans grand succès. Lupin prendra le relais, mais la plaie est, il faut le dire, franchement particulièrement béante et bien difficile à digérer. Par ailleurs, l'état de santé d'Arthur, s'il est stable, connaît malheureusement encore quelques petites difficultés, notamment sur le fait qu'il est impossible de résorber les plaies créées par Nagini à l'aide de la magie. Les médecins de l'hôpital tentent désormais d'y parvenir en utilisant des technologies moldues comme les points de suture notamment. On peut penser que l'état de santé d'Arthur prendra encore quelques mois avant de réussir à guérir et donc à se stabiliser définitivement. Vers la fin de l'année, elle apprendra avec furie que Fred et George ont décidé de prendre la poudre d'escampette de Poudlard et donc d'abandonner tout rêve d'aller jusqu'aux aspics. Lors du grand chambardement, les jumeaux vont donc faire, pour ainsi dire, la malle et monter leur projet, vous le savez, de boutique. Molly est furieuse, absolument furieuse, et se demande d'ailleurs toujours d'où peut bien venir tout l'argent qu'ils investissent dans leur découverte. Il faut se souvenir que Harry Potter n'a jamais fait état du don de son préacquis lors du tournoi des Trois Sorciers. Après la désastreuse bataille du département des mystères, Molly a abandonné toute affaire cessante le 12 Square Grimmauld. La mort de Sirius Black et l'avenir incertain du quartier général dans l'attente de se remettre de la situation ont fait qu'elle a pu regagner le terrier en compagnie de toute sa famille. On sait que la mort de Sirius Black l'atteindra énormément, malgré les désaccords qu'il pouvait entretenir, notamment sur l'éducation de Harry Potter. De nombreux membres de l'Ordre du Phénix se seront blessés lors de cette bataille et tout le fonctionnement sera à remettre à plat dans la mesure où désormais tout a changé. Le ministère de la Magie n'a pas eu d'autre choix enfin que de se rendre à l'évidence et d'acter le retour effectif de Lord Voldemort. On sait également que Cornelius Fudge va être poussé à la démission et qu'il sera remplacé par Rufus Scrimgeour. Pour en revenir à Molly, elle sait que la mort de Sirius Black a profondément atteint Harry Potter et elle est particulièrement malheureuse. On sait même qu'elle demandera à Dumbledore d'accueillir immédiatement dès l'arrivée du Poudlard Express à Londres Harry au terrier. Mais Dumbledore demande à surseoir à cette demande le temps d'organiser la protection de Harry Potter et les aménagements nécessaires évidemment à la sécurité du terrier. Molly et Arthur s'engageront auprès de Harry Potter à le sortir de Private Drive le plus vite possible. C'est d'ailleurs ce qu'il se passera au mois de juillet quand Harry Potter sera convoyé par Albus Dumbledore lui-même directement au terrier. Molly est on ne peut plus heureuse d'accueillir une fois encore Harry Potter. Elle lui apprendra d'ailleurs qu'Arthur a reçu une promotion au sein du ministère de la Magie et qu'il est désormais à la tête d'un tout nouveau département. Molly est très heureuse de cette nouvelle qui, on l'imagine, va considérablement améliorer les finances de la famille. Arrivés en pleine nuit, Molly et Arthur se retrouveront seuls à seuls, ce qui arrive généralement assez rarement. Molly voit que beaucoup de choses ont changé depuis leur première rencontre. Harry Potter a beaucoup grandi et il a mûri aussi. Harry l'informe du recrutement finalement auquel il a assisté, du professeur Slughorn et de cet entretien très très étrange évidemment entre Dumbledore et ce professeur que Molly a bien connu par le passé. Lorsqu'Arthur arrive du ministère de la Magie, Molly lui pose un certain nombre de questions de sécurité avant de le laisser rentrer. C'est désormais la procédure mise en œuvre pour s'assurer qu'aucun mange-mort ne prenne évidemment la place d'un membre de l'Ordre du Phénix. En l'occurrence, il s'agissait du surnom utilisé en privé par Arthur. Molly se plaindra plus tard de ce qui aurait dû être pourtant une bonne nouvelle, à savoir le mariage de son fils Bill avec Fleur de la Cour. Mais Molly n'est pas très fanatique de Fleur de la Cour, encore une brillante illustration des relations franco-britanniques. Elle considère Fleur de la Cour comme étant une snobinarde française un peu précieuse sur les bords. Bref, en tout cas une française, si on peut résumer les choses ainsi. Elle émet même l'hypothèse que ces fiançailles sont probablement précipitées par le contexte de l'époque, qui est évidemment un contexte sensiblement similaire à celui durant lequel elle s'est mariée avec Arthur lors de la première guerre du
du monde des sorciers. Donc là, on est quand même sur un reproche qui est quand même un petit peu difficile à faire. En réalité, on va vite comprendre qu'outre le côté trop français de Fleur de la Cour, ce qui embête un petit peu plus Molly Weasley, c'est qu'elle avait en fait un tout autre plan pour caser le fiston, à savoir Nymphadora Tonks, qu'elle invite d'ailleurs de manière assez régulière à déjeuner ou à dîner au Terrier pour tenter de rompre les fiançailles. Évidemment, ce qu'elle ne sait absolument pas, c'est que Tonks en passe pour un autre et que donc évidemment son plan est voué à l'échec. Elle aura cependant quelques raisons de se réjouir, notamment avec l'arrivée des résultats des buses de Ron, qui sont pour le coup bien meilleurs qu'espérés, mais évidemment elle ne manquera pas d'égratigner au passage les jumeaux, puisque Ron à lui tout seul a réussi à en obtenir bien plus que ses deux aînés. Elle est donc ravie de ces résultats, puis vient évidemment le traditionnel moment durant lequel il faut commencer à penser aux fournitures scolaires et donc se rendre sur le chemin de traverse. À la différence que se rendre sur le chemin de traverse n'est plus désormais une promenade de santé. Il y a une certaine forme de risque compte tenu de la situation et de la période que traverse le monde des sorciers. Et ce risque est évidemment de subir une attaque. Ainsi, elle refuse par exemple de s'y rendre sans être accompagnée d'Arthur. En réalité, tout le petit groupe sera également accompagné par Hagrid pour des raisons de sécurité. Harry vit toujours sous une certaine forme de protection et l'on sait d'ailleurs que des aménagements spécifiques ont été faits au Terrier pour lui permettre d'y résider durant une grande partie de l'été tout en étant aussi bien protégé qu'à Privet Drive. Sur le chemin de traverse, tout se passera globalement bien. Elle découvrira à cette occasion la boutique des jumeaux, même si elle sera un petit peu choquée par les produits anti-constipation. La pudeur britannique n'a décidément absolument aucune limite. Bon, en vérité, Molly Weasley est au fond très fière de ses enfants, même si elle n'ose pas véritablement le dire. Le 1er septembre, elle dépose avec Arthur, Ron, Ginny, Hermione et Harry à la gare de King's Cross avec des voitures spécifiquement affrétées par le ministère pour la sécurité de Harry. Durant le temps scolaire des enfants, Molly continue évidemment ses activités pour l'Ordre du Phénix, mais à un rythme qui semble réduit par rapport à ce qu'elle a pu connaître l'année précédente. On sait qu'elle ne retourne a priori pas au 12 Square Grimmauld, en tout cas d'après les écrits de J.K. Rowling à ce stade. Durant les fêtes de Noël, on sait qu'elle récupère toute sa famille, excepté Percy, dont l'absence est maquillée soi-disant à cause d'une surcharge de travail, mais personne évidemment n'est dupe. Rémus Lupin et Fleur de la Cour font partie cette année-là des invités aux festivités des Weasley. Festivités, on le sait, qui seront interrompues par la visite du ministre de la Magie, flanqué de Percy Weasley, lui offrant ainsi une bonne raison de venir rendre visite en réalité à Harry Potter. Scrimgeour, en réalité, veut se retrouver en tête à tête avec Harry Potter pour lui faire une offre politique dont Harry Potter d'ailleurs ne veut absolument pas. Molly d'ailleurs ne se rend pas véritablement compte de la situation car elle est totalement focalisée, dirons-nous, sur la présence de Percy qu'elle n'a plus revu depuis maintenant très longtemps. Quand Molly a aperçu Percy, ce sont des larmes de joie qui ont débordé, mais force est de constater qu'en réalité Percy n'a jamais voulu revenir au Terrier, qu'il l'a fait sous la contrainte et qu'il ne veut absolument pas reprendre le contact avec ses parents. Cela dévaste littéralement notre pauvre Molly, cela la détruit même pour le coup. Ceci va causer d'ailleurs la furie de Fred, George et Ginny qui vont chasser Mani Militari, ce frère qu'ils ne reconnaissent toujours pas. Molly mettra des jours à s'en remettre, on le sait. Pour elle, c'est quelque chose qu'elle ne peut plus comprendre, qu'elle ne peut plus supporter. Elle est dévastée par le comportement complètement incompréhensible de ce fils qu'elle ne reconnaît désormais plus du tout. L'arrivée de Voldemort au ministère de la Magie lors des événements de l'été précédent aurait dû la convaincre, entre guillemets, ou tout du moins le convaincre plutôt de revenir dans le droit chemin. Mais la fierté qui est celle de Percy semble pour le coup rendre complètement impossible ce chemin et le fait demeurer immobile. En mars, on sait que Molly et Arthur vont devoir retourner en urgence à Poudlard suite à l'empoisonnement dont a été malencontreusement victime Ron suite à l'absorption d'un hydromel empoisonné par Draco Malfoy mais qui ne lui était pas destiné à la base. Harry, on le sait, lui sauvera la vie in extremis devant un Horace Slughorn totalement dépassé par les événements. Évidemment, Molly remerciera plus que jamais Harry pour ce nouveau sauvetage d'un membre de sa famille. Il faut dire qu'il est toujours quand même au bon endroit, au bon moment pour cela. On ne peut pas véritablement imaginer la gratitude qui est celle de Molly vis-à-vis de Harry Potter qui a déjà sauvé Ginny, Arthur et donc maintenant Ron. Malheureusement, ce n'est pas la dernière fois qu'elle devra se rendre à Poudlard, dans la mesure où elle devra assister évidemment aux obsèques de Dumbledore d'une part, mais surtout se rendre au chevet de Bill, blessé lors de la bataille de la Tour d'Astronomie par Fenrir Greyback. Vous vous souvenez que lors de la bataille de la Tour d'Astronomie, les forces de l'Ordre du Phénix et de l'armée de Dumbledore patrouillaient dans le château à la demande d'Albus Dumbledore. Elle est terrorisée à l'idée que Bill puisse devenir à son tour un loup-garou, mais heureusement ce n'était pas la pleine lune, donc le risque est écarté. La mort de Dumbledore naturellement passe au second plan pour Molly, qui est évidemment, on le comprend,
totalement obnubilé par le sort de son propre fils. L'état de Bill aura au moins eu pour mérite de dénouer quelque peu les nœuds qui perdurent entre elle et Fleur de la Cour. En effet, Molly, dans sa tristesse, va commettre une sorte de demi-lapsus en employant le passé pour parler du mariage qui était prévu entre Bill et Fleur de la Cour. Ceci va plonger Fleur dans une véritable fureur, car pour elle, rien ne change, peu importe l'apparence physique de Bill, elle aime un point, c'est tout. Les Français sont d'éternels romantiques, nous sommes bien placés pour le savoir, et à partir de ce moment-là, il n'y aura donc plus aucune problématique qui perdurera entre Fleur et Molly, qui tomberont dans les bras l'une de l'autre, et on sait d'ailleurs que Molly proposera à Fleur d'arborer la tiare léguée par sa grande-tante Muriel. Pour les funérailles de Dumbledore, évidemment, une fois l'état de santé de Bill stabilisé, Molly va comprendre la perte absolument terrible et immense de Dumbledore et ce qu'elle signifie évidemment pour l'Ordre du Phénix et le monde des sorciers en général. Aux obsèques, elle est présente avec toute sa famille, elle apprendra la vérité sur ce qu'il s'est passé cette nuit-là, la trahison de Rogue et le fait que désormais le 12 Square Grimmauld n'est plus utilisable en tant que quartier général de l'Ordre. On sait qu'elle apprendra un peu plus tard que Harry, Ron et Hermione ne veulent pas retourner à Poudlard l'année prochaine, mais sans en connaître naturellement les raisons et les causes. Pour le coup, le refus est clair et net, en plus d'être extrêmement strict. Elle ne veut absolument pas en entendre parler. Quand elle demandera à Arthur et Remus de les en dissuader, elle n'aura évidemment pas plus de succès. Ron, Hermione et Harry garderont évidemment le secret jusqu'au bout sur les raisons entre guillemets de ce refus de retourner à Poudlard. On peut comprendre que Molly soit en réalité furieuse, dans la mesure où elle sait que la mort de Dumbledore expose plus que jamais les membres de l'Ordre du Phénix et les résistants à Voldemort à des dangers et à une mort toujours plus proche, toujours plus complexe. Comment imaginer qu'une mère ne soit pas angoissée à l'idée que son fils, mais aussi ses proches, se retrouvent dans des aventures qui les mettront obligatoirement en danger? C'est absolument impossible. Durant l'été, se présente la difficulté de devoir évacuer Harry Potter de Private Drive, sa majorité arrivant à grands pas. Les barrières de protection fournies par la présence de Pétunia Dursley vont désormais disparaître, laissant Harry à son triste sort. L'Ordre du Phénix, désormais dirigé par Alastor Mowbray, se lance donc dans une vaste opération d'exfiltration extrêmement périlleuse et qui implique autant de participants que de dangers. L'idée est de transformer 7 membres de l'Ordre, à savoir la quasi-totalité des Weasley, en Harry Potter grâce au polynectar et donc de rejoindre le terrier par équipe de 2, escorté donc par un membre senior de la garde rapprochée d'Harry Potter. Pour l'occasion, tout le monde est sur le pont, Mowbray, Shacklebot, Lupin, Tonks, Arthur, bref, le banc et l'arrière-banc évidemment de l'Ordre du Phénix. Molly reste seule avec Ginny au terrier pour assurer la base arrière. On imagine l'angoisse qui est celle de Molly à l'énoncé du plan durant la préparation de cette mission, qui pour le coup est complètement délirante et met un grand nombre de membres de sa famille totalement en danger. On le sait, la bataille des 7 Potter va très mal tourner. Harry et Hagrid sont les premiers à arriver, globalement à peu près en bonne santé au terrier, mais Molly est inquiète de ne pas voir les autres arriver. Harry fait un récit rapide de la bataille qu'il a opposée à plusieurs Mange-Morts et à Voldemort lui-même. Elle a peur car plusieurs membres de l'expédition ont loupé leur porte au loin censée les ramener. Harry et Hagrid, on le sait, auraient dû arriver en 3e position, mais ils sont étrangement les premiers. L'angoisse donc monte d'un coup. Hagrid se trouve à être légèrement blessé, demande donc des soins. Molly se rura à l'intérieur du terrier probablement pour cacher sa crainte et sa panique en allant chercher évidemment une petite infirmerie. Quelques instants plus tard, Lupin et George arrivent, mais Molly voit tout de suite que quelque chose ne va pas du tout bien. George, en effet, est couvert de sang car il a perdu son oreille gauche. La blessure est très impressionnante et Molly n'arrive pas à stopper le saignement. Ce sont ensuite Arthur et Fred qui reviennent, ce qui fait baisser un petit peu les angoisses de Molly, d'autant plus qu'ils ne sont pas blessés. George, de son côté, reprend quelque peu du poil de la bête, en ayant d'ailleurs des blagues relativement lourdes à communiquer sur son oreille. Manque encore à l'appel Ron et Bill qui vont finir par revenir en bonne santé, eux aussi, ainsi que Kingsley et Hermione. Bill, cependant, informe le groupe que Maugrey Folleuil ne s'en est pas sorti. Cette nouvelle vient décapiter une fois de plus l'Ordre du Phénix. La mort d'un tel combattant est évidemment un drame immense pour toute la petite communauté. De plus, cela n'inaugure absolument rien de bon pour la suite des événements, il faut bien le reconnaître. Entre la mort de Dumbledore et celle de Maugrey Folleuil, l'Ordre du Phénix est plus faible que jamais. Cette nouvelle, évidemment, attriste tout le monde, et aussi Molly, bien sûr. Cette dernière trouvera de quoi éponger sa peine en s'occupant de préparer le mariage de Bill et de Fleur qui est prévu au terrier. Mais elle n'oublie pas pour autant de surveiller plus ou moins discrètement Harry, Ron et Hermione dont on sait qu'ils comptent prendre la fuite. Elle espère qu'en leur donnant des quantités de tâches différentes, elle les empêchera au fur et à mesure de comploter et donc de préparer cette fuite en avant. Un jour, Molly ira jusqu'à questionner Harry Potter de manière on ne peut plus claire sur leurs intentions. Harry ne mentira pas, expliquera que oui, ils n'ont pas l'intention effectivement de retourner à Poudlard. Harry refusera cependant de donner une raison parfaitement explicite, mais lâchera seulement l'information qu'il s'agit d'une mission confiée par Albus Dumbledore avant sa mort.
Elle tentera d'expliquer qu'elle et Arthur méritent de savoir ce dont il s'agit, puisque ce dernier leur faisait une totale confiance, mais Harry refusera de donner suite à ses demandes. Harry, lui, se contentera de dire que la mission ne le concerne que lui, que Ron et Hermione se sont mis d'accord pour l'aider, mais que c'est un choix pris en toute liberté de conscience et donc en toute indépendance. Molly changera de sujet, résignée à l'idée de ne pouvoir découvrir le contenu de cette mission. Elle poursuivra cependant la stratégie de tenter de les séparer les uns des autres au fur et à mesure que les préparatifs du mariage continuent d'avancer. Molly aura d'ailleurs l'occasion aussi de penser de temps en temps à autre chose, avec notamment l'arrivée des parents de Fleur de la Cour. Évidemment, elle veut que tout soit absolument parfait de A à Z au terrier pour bien démontrer qu'il n'y a pas mieux qu'une Anglaise pour tenir une maison aussi bien tenue que le terrier. Il y a par contre un événement absolument touchant qui va se produire et qui pour le coup a été totalement laissé de côté par l'adaptation cinématographique de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. Et c'est d'ailleurs bien dommage tant il est symbolique. Le 31 juillet est célébré, comme vous le savez, l'anniversaire de Harry Potter et à cette occasion, Molly Weasley va lui faire un cadeau que nous trouvons d'une puissance symbolique complètement folle, mais surtout très révélatrice puisqu'elle va lui offrir la montre qui appartenait à son frère Fabian. Compte tenu de l'attachement de cette dernière à ses deux frères, on aurait pu imaginer qu'elle donnerait cette montre à l'un de ses propres enfants. Par ce geste, elle fait de Harry l'un de ses propres enfants quelque part. Harry la prendra littéralement dans ses bras, coupant ainsi les explications de Molly sur le fait que c'est une tradition pour la majorité d'offrir une montre. Pour Harry, c'est bien plus que cela, et en fait pour Molly aussi. Alors que l'anniversaire de Harry bat son plein, elle est informée ensuite de l'arrivée d'Arthur, accompagné une fois de plus par le ministre de la Magie qui souhaite s'entretenir avec Harry, Ron et Hermione seul à seul pour donner lecture du testament d'Albus Dumbledore. Molly ne voit pas cela d'un bon œil, elle se méfie tout particulièrement de Scrimgeour et de la manière dont il pourrait tenter de se servir d'Harry Potter en tant qu'élu. Harry Potter, de toute façon, continuera sur sa lancée et opposera toujours une fin de non-recevoir aux propositions politiques du ministre de la Magie. Le lendemain, lors du mariage de Bill et de Fleur, Molly sera atteinte par l'absence non justifiée évidemment de Percy qui continue encore et toujours à faire bande à part, mais elle se remettra suffisamment vite pour verser des larmes de joie lors du mariage de son fils aîné, un moment qu'on ne peut évidemment oublier. Durant la réception, pleine d'insouciance, on sait qu'elle dansera avec Arthur naturellement, partagera ensuite une danse avec Monsieur de la Cour avant que les Mangemorts ne fassent leur apparition suite à la prise de contrôle du ministère de la Magie. Harry, Ron et Hermione réussiront à fuir in extremis. Quelques heures plus tard, Molly réussira à faire parvenir un message au trio pour les rassurer sur le fait que toute la famille est saine et sauve. Les Mangemorts cherchaient Harry Potter, force est de constater évidemment qu'il n'était pas présent, donc personne ne fut inquiété outre mesure après cette irruption. On peut cependant imaginer que Molly est pour le coup très inquiète dans la mesure où elle n'a pas réussi à dissuader le trio de ne pas retourner à Poudlard. En même temps, avec la chute du ministère, il aurait été absolument suicidaire d'imaginer qu'Harry se pointe tranquillou à la rentrée de septembre au milieu d'une école remplie de Mangemorts et dirigée par Severus Rogue qui venait quand même, souvenons-le nous, d'assassiner Albus Dumbledore. Bref, la fuite était donc la seule solution. Molly le savait, mais on ne peut absolument pas lui reprocher de s'inquiéter pour son fils. Maintenant, il fallait trouver donc une raison assez ferme et définitive pour justifier de l'absence de Ron à Poudlard, l'excuse officielle étant qu'une longue maladie le retenait au domicile familial. En cas de contrôle par les Mangemorts, un astucieux stratagème avait été mis en œuvre grâce à un déguisement porté par la goule familiale. L'aspect repoussant de cette créature aurait convaincu n'importe qui de ne pas s'approcher. Le stratagème est donc simple, mais au final particulièrement astucieux et efficace. Tous les membres de la famille Weasley sont évidemment, on s'en doute, étroitement surveillés, mais cela ne les empêche pas, d'une manière ou d'une autre, de faire en sorte de continuer à servir les activités de l'Ordre du Phénix, même si elles sont réduites, on l'imagine, à peau de chagrin, compte tenu du fait que, effectivement, la majorité des membres de l'Ordre du Phénix connus sont désormais en fuite, se cachent, comme c'est le cas par exemple de Kingsley Shacklebolt, qui est le nouveau, on va dire, patron de cet Ordre du Phénix. Donc, en gros, finalement, il reste finalement peu de choses à faire. Il n'y a que Ginny qui, elle, se trouve à Poudlard. Molly a donc beaucoup de soucis à se faire, d'autant plus que naturellement, elle n'a évidemment pas de nouvelles de Ron qui erre dans la campagne anglaise pour tenter une mystérieuse mission dont on ne sait en réalité pas grand-chose. En somme, elle est inquiète et sa célèbre pendule indique toujours l'ensemble de ses enfants depuis des mois sur le cadran en danger de mort. En mars, les Mangemorts vont identifier très clairement Ron comme voyageant avec Harry Potter. Bill Weasley aura tout juste le temps de prévenir ses parents et l'ensemble de la famille va donc devoir quitter à la hâte le terrier pour se réfugier notamment dans la maison de leur grande-tante Muriel, le temps que, évidemment, les choses puissent se calmer. En réalité, jusqu'à la bataille de Poudlard. Quand Harry Potter, Ron et Hermione réapparaissent dans la salle sur demande, ils sont informés de manière quasi immédiate que le moment de la grande bataille est désormais arrivé. Pour l'avenir de leurs enfants, pour l'avenir de leurs futurs petits-enfants, il était évident qu'ils ne pouvaient pas ne pas se trouver à Poudlard. C'est ainsi qu'on les retrouve dans la grande salle avec tout ce qu'il reste de l'Ordre du Phénix, tous ceux qui ont répondu présent. L'armée de Dumbledore et l'Ordre du Phénix seront donc à l'avant-garde du combat qui s'annonce car il ne fait absolument aucun doute que Voldemort est en chemin et qu'il ne viendra évidemment pas
pas seule. Si elle ne peut pas légitimement empêcher ses enfants majeurs de participer à la bataille, elle s'oppose cependant à ce que Ginny prenne part au combat, car elle juge qu'elle est beaucoup trop jeune pour vivre cela et veut donc l'éloigner le plus possible effectivement de Poudlard. Ginny tentera d'argumenter qu'elle fait partie intégrante de l'armée de Dumbledore depuis le début, mais évidemment rien n'y fera. Pendant cette dispute, et c'est pour le coup un moment assez inattendu dans cette bataille, Percy Weasley fait son entrée flanqué d'Aberforth Dumbledore et se réconcilie donc plus ou moins avec tout le monde. Évidemment, ça prendra plus de temps que cela en réalité. Quand la famille Weasley se prépare au grand complet à la bataille, Molly Weasley revient à la charge pour renvoyer Ginny loin de Poudlard, mais cette dernière refuse catégoriquement, évidemment, de se séparer de Harry Potter. Lupin propose alors que Ginny puisse rester dans la salle sur demande, ce qui permettrait de rester à la fois proche de sa famille et de pouvoir fuir au cas où tout espoir serait totalement vain et que les murs de Poudlard, évidemment, viendraient à tomber. Molly, on le sait, prendra une part active dans la bataille, d'abord en essayant de protéger le château et ensuite en fournissant une aide logistique pour soigner les blessés, mais son monde, évidemment, on le sait, va s'effondrer lorsque durant une trêve dans la bataille, elle va découvrir que l'un de ses propres enfants est mort. Fred Weasley n'a évidemment pas survécu. Elle s'effondre, son pire cauchemar devient donc désormais une réalité. Elle souffre terriblement, mais dans ce drame si atroce, elle va néanmoins en ressortir une force absolument incroyable. En effet, quand la bataille reprend, Ginny fait face avec Hermione et, on le sait, Luna Lovegood, à la célèbre Bellatrix Lestrange. Les trois jeunes filles ne font naturellement pas le poids contre une sorcière de la taille de Bellatrix Lestrange. Mais quand cette dernière voit effectivement Lestrange lancer un Avada Kedavra qui loupe de justesse Ginny, Molly Weasley va voir définitivement rouge. Hors de question de perdre un second enfant. Hors de question de perdre sa seule et unique fille. Hors de question donc de laisser ces gens gagner. Quand Molly entre en scène, Bellatrix Lestrange rigole. Elle se sait, ou tout du moins se croit, totalement supérieure. Mais J.K. Rowling a transformé Molly Weasley en une sorcière aux capacités magiques absolument insoupçonnées et insoupçonnables. Molly est désormais devenue une combattante féroce, le combat fait rage, le sol de la grande salle se fissure sous la force des sortilèges, Molly ne s'arrête plus, elle fait preuve d'une habileté et d'une férocité au combat peu commune, et Bellatrix Lestrange annonce clairement son intention de la tuer. Mais Molly ne se laisse pas faire et va littéralement tuer une Bellatrix Lestrange qui n'avait clairement pas vu venir le coup. On découvre donc là une nouvelle facette de Molly, même à la toute fin du récit, guidée par le désespoir, guidée par la peur, par la tristesse, mais aussi par une foi immense en l'avenir de ses enfants. Elle devient une sorcière extrêmement puissante, poussée par l'amour à défaire celle qui était le meilleur lieutenant de Lord Voldemort. Il est d'ailleurs marrant de constater que l'une des deux derniers protagonistes de cette bataille de Poudlard aura été donc en fait un personnage principal dont personne ne pouvait effectivement soupçonner la force et la puissance. Son geste d'ailleurs déclenchera un déchaînement de fureur, on le sait, de Voldemort, qui tentera d'assassiner Molly Weasley. Cette fois-ci, c'est Harry qui rentre en jeu et la protégera, révélant ainsi à tout le monde qu'il est vivant. C'est ainsi que la bataille finale s'engage, avec évidemment le résultat que l'on connaît et le fait que Harry Potter triomphera finalement des forces du mal. Pour Molly Weasley, évidemment, c'est finalement un exultoire, mais un exultoire qui est évidemment, on va dire, compliqué avec la mort de Fred, même si aujourd'hui la fratrie est désormais réunie avec Percy. Elle a perdu un de ses enfants et c'est une blessure dont elle ne se remettra, on s'en doute, absolument jamais. Pour elle, c'était évidemment quelque chose d'extrêmement difficile à imaginer, c'était extrêmement difficile évidemment de pouvoir faire le deuil d'un enfant, c'était le prix à payer, mais le prix à payer est extrêmement fort. Alors certes, elle a sauvé Ginny, certes, tous ses autres enfants sont en vie, la seconde guerre du monde des sorciers prend fin, mais évidemment pour elle, c'est quand même quelque chose qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. On peut aussi imaginer qu'effectivement, même si elle l'a fait pour de bonnes raisons, le fait d'avoir tué Bellatrix Lestrange est peut-être pour elle aussi quelque chose de difficile à porter, parce qu'on ne voit pas évidemment Molly Weasley comme étant quelqu'un qui est, on va dire, apte à tuer des gens. Ce n'est pas la manière dont elle fonctionne, c'est jamais la manière dont elle a fonctionné, et c'est presque contraire à ses valeurs. Donc on peut aussi imaginer qu'il y a là peut-être une petite difficulté à surmonter, mais évidemment tout cela, nous ne le découvrirons pas dans le récit. Par contre après, évidemment, sa vie sera heureuse, elle va s'occuper de ses nombreux petits-enfants, avoir le plaisir d'intégrer donc enfin officiellement Harry Potter à sa famille lors du mariage avec Ginny Weasley. Il en sera de même pour Hermione avec le mariage donc avec Ron. Elle sera heureuse effectivement au fur et à mesure des années de voir donc ses enfants avoir de plus en plus de petits-enfants et donc pouvoir évidemment, on imagine, en prendre soin avec beaucoup d'attention. On peut imaginer effectivement que sa vie va continuer au fur et à mesure à être une longue succession de rentrées à Poudlard et d'accompagnement des enfants sur le quai de la voie 9 3/4. On peut vraiment en tout cas lui souhaiter tout ça. Alors il faut savoir que Molly Weasley est quand même relativement étrangement
malheureusement absente des événements de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Pour nous, ça a été entre guillemets une petite déception sur l'Enfant Maudit, mais bon, c'est voilà, de toute façon, on ne pouvait pas mettre tous les personnages sur une pièce de 6 heures, c'était évidemment quelque chose de beaucoup trop complexe, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé en apprendre un petit peu plus sur ce qu'elle était devenue et sur la manière évidemment dont se passaient ces vieux jours. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à l'époque de Harry Potter et l'Enfant Maudit, elle est vraisemblablement est toujours en vie et donc on peut imaginer qu'elle continue à s'occuper bien de ses enfants et de ses petits-enfants, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir comment elle aurait pu réagir, par exemple, à la situation d'Albus Severus Potter. Là-dessus, pour nous, c'est peut-être un petit regret que nous avons sur l'Enfant Maudit, et vous savez pourtant que nous adorons véritablement cette pièce. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire de l'histoire de Molly Weasley. Nous, c'est un personnage qu'on a pris beaucoup de plaisir à finalement essayer de comprendre, à essayer d'analyser, parce qu'on se rend bien compte que c'est un personnage qui est un personnage aux multiples facettes, peut-être plus que d'autres personnages, secondaires ou même principaux. C'est vrai qu'il y a une gamme, entre guillemets, de sentiments, de psychologie et de facettes qu'il y a chez Molly Weasley qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, et là, pour le coup, ça reste franchement un des personnages peut-être les plus touchants et les plus incroyables, les plus incroyablement écrits, on va dire, des récits de Harry Potter et même plus largement de toute la bibliographie de J.K. Rowling. Pour nous, c'est le passage entre guillemets de la mère d'un simple ami à la mère nourricière et puis effectivement à cette combattante extrêmement féroce, mais qui entretient aussi des passions, qui entretient aussi ses anxiétés, qui entretient aussi, on va dire, ses limites, notamment avec le fait qu'elle est une femme relativement influençable. Enfin, tout ça fait du personnage, on va dire, un espèce de melting pot absolument formidable. Et nous, c'est vrai que c'est un personnage qu'on adore, tant par sa puissance finalement, on va dire, émotive, et sa puissance, son amour en fait, qu'elle est capable de distribuer, qu'elle est capable de montrer donc aux autres enfants, et notamment vis-à-vis de Harry Potter, que pour évidemment toutes ses autres capacités, ses valeurs, et également la manière dont elle s'est occupée, elle s'est dévouée pour sa famille et pour sa vie de famille. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, nous, qui nous a beaucoup touché, parce qu'en plus, Molly Weasley n'est pas une personnalité, entre guillemets, qui reste centrée uniquement sur sa famille. On sait qu'elle apportera beaucoup d'aide et de conseils, notamment à Rémus Lupin. Il en sera de même avec Nymphadora Tonks. Enfin, elle a toujours été présente finalement pour tout le monde, et c'est un personnage peut-être qui a été un peu loupé dans on va dire, l'adaptation cinématographique de Harry Potter. Peut-être qu'on est passé un peu à côté de toutes les facettes de ce personnage, mais c'est vrai que nous, pour le coup, c'était vraiment quelqu'un qu'on appréciait énormément et dont on espère peut-être un jour avoir des nouvelles par l'intermédiaire de J.K. Rowling. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Désolé pour le temps, c'est vrai que plus d'1h30 de vidéo, c'est très long, mais on ne voulait pas évidemment louper quoi que ce soit sur la personnalité de ce personnage. Donc dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez de Molly Weasley, comment vous ressentez ce personnage, est-ce que vous l'appréciez, est-ce que vous ne l'appréciez pas. Nous, ça nous intéresse d'en discuter avec vous, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures et plein de nouvelles découvertes sur des personnages principaux, secondaires des deux sagas évidemment qui construisent aujourd'hui le Wizarding World. Donc c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt.